Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, encore une interview. Je suis avec du coup Jérémy Verrier. Merci d'être présent. Merci à toi. Merci pour l'accueil parce que là, pour ceux qui ont la vidéo, du coup, on est chez Jérémy, il y a les anneaux derrière, etc. On va en parler. Et là, pour faire très rapide pour l'introduction, vraiment, pourquoi on fait ce podcast on fait ce podcast en fait pour faire le lien entre préparation physique, escalade et les différentes méthodes qui peuvent exister sur la prépa physique. Là, on va beaucoup parler des anneaux. Il n'y aura pas que de ça dans le podcast, mais on va beaucoup en parler parce que c'est un peu le thème du podcast, prépa physique, anneaux, pourquoi on va aborder ce sujet-là. Et c'est surtout parce que tu m'as contacté avec un objectif très précis. Donc oui. Aujourd'hui, je coach Léo pour une durée indéterminée quand il aura accompli ses objectifs. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on la mettra en lien probablement dans la description. Donc il y a la routine d'Alex Megos. Donc Alex Megos, grimpeur très réputé, qui fait son renfort physique sur les anneaux de gymnastique. Ouais. Bon, ça aide qu'il soit un ancien gymnaste, mais il a ses petites routines, il y a les vidéos qui tournent, on mettra 2-3 liens en description. Et cette routine, elle t'a donné envie de la réaliser et donc tu m'as contacté pour la faire. C'est ça, vraiment en mode fanboy, j'ai vu la vidéo il y a longtemps, je me suis dit j'aimerais bien se faire ça un jour. Puis là, comme tu étais un peu dans un arc anneau et tout, je me suis dit bon ok, là c'est un peu le moment. Puis on en parlera peut-être après, mais tu vas peut-être te lancer aussi dans les suivis à côté, en parallèle aussi. Présentation rapide pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais un peu actuellement? Tes objectifs du moment, ce genre de trucs? Ouais. Alors moi c'est Jérémy Verrier, je suis ingénieur informatique, je suis papa, je suis marié, donc j'ai une fille de 4 ans et demi. Et mon objectif en ce moment, c'est principalement aux anneaux, donc de réaliser une figure qui s'appelle le muscle up inversé, donc inverted muscle up. Je pense qu'on mettra une vidéo pour illustrer parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais dans l'idée on fait un muscle up mais à l'envers complètement. Et ça fait donc 13 ans que je fais du fitness et j'ai eu plein de spécialisations diverses et variées, dont le parcours d'obstacles, la transformation physique, le powerlifting, on en avait crossfit, parlé beaucoup etc. dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble. Je mettrai le lien aussi dans la description pour renvoyer vers le podcast beaucoup plus détaillé sur nos parcours et tout. Voilà, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, c'est les anneaux. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux vraiment axer tout. Donc mon suivi personnel, en tout cas, c'est ce qui me donne envie parce qu'il y a plein de choses que je veux accomplir dessus. Et aussi, c'est un outil que je trouve très versatile et très intéressant parce que pour le haut du corps, pour moi, c'est l'outil. C'est un des rares outils où avec un seul agrès, donc un seul équipement, les anneaux, on peut absolument tout faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité du tout. On ne sera jamais limité en tout cas par l'outil. Et on peut faire du tirage, de la poussée, de l'équilibre, du gainage, tu fais un peu tout ce que tu veux. Très très vaste. Et d'ailleurs, beaucoup de grimpeurs s'entraînent avec des TRX, qui est une version un peu réduite des anneaux. Et honnêtement, il n'y a pas énormément de différence à passer sur les anneaux, surtout pour les exos du style les raises que vous faites, YT, I, ce que vous avez. C'est ça, il y a plein d'exos au TRX en fait qui sont transposables sur les anneaux. Et pour moi, le TRX, comme tu disais, c'est juste des anneaux en moins bien. Après, c'est plus facile à transporter, à accrocher. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Il y a des avantages à mettre en place, c'est facile. Mais dans l'idée, c'est que si vous avez déjà touché des TRX, honnêtement, vous pouvez quand même essayer les anneaux et surtout que c'est beaucoup plus versatile. Ouais. Voilà pourquoi les anneaux. Et du coup, c'était un peu la question suivante, pourquoi les anneaux? Et du coup, on passe directement un peu au point numéro 2. Moi, du coup, c'était vraiment une histoire d'objectif, cette histoire de faire la routine d'Alex Megos, mais aussi ça va revenir avec le thème de garder un peu de fun dans le renfo, parce que ça fait des années qu'on s'entraîne, on fait un peu toujours les mêmes exercices. Au bout d'un moment, ça c'est un truc qu'on aime bien dire aussi, il faut garder quand même du plaisir dans l'entraînement, de la variété, ce genre de choses. Et ça fait le lien un peu avec le deuxième gros thème là, du podcast, donc le premier thème après cette introduction, qui est s'entraîner quand on a une vie active, une vie de famille, etc. Là, moi je suis de plus en plus dedans avec le travail, la vie de couple, etc. Toi, tu es en plein dedans avec, tu as dit, tu es marié, tu as une fille, tu as un travail à temps plein à côté. On va parler du coup dans un premier temps des vraies contraintes, le temps, la fatigue, les imprévus, la charge mentale. Comment concrètement tu t'organises dans une semaine type là actuellement en termes de répartition des entraînements, etc. Et comment tu gères un peu tout ce quotidien pour continuer à progresser parce que tu es clairement en train de progresser sur plein de trucs. Voilà un peu une semaine type dans ton quotidien là actuellement par rapport à tes objectifs et tout. Déjà, en fait, les contraintes, évidemment, elles seront individuelles. Je peux parler des miennes pour donner un exemple, mais je pense qu'on a tous nos contraintes. Donc, la première chose à en retirer déjà par rapport à un entraînement, c'est que c'est l'entraînement qui doit s'adapter à nos contraintes et pas l'inverse. Donc ça, vous ne pourrez jamais enlever les contraintes majeures que vous avez. Bon, on ne parle pas de rester devant le canapé, tout ça. On parle de vraies contraintes, c'est-à-dire vous avez un enfant à aller récupérer à l'école, vous devez faire à manger, vous avez des nuits complètement saccadées parce que parfois c'est la vie, hein, on se réveille la nuit à cause d'un enfant, ou on a du stress ou de l'anxiété pour 1000 raisons.
Donc déjà, la première étape, c'est de comprendre que un programme, sur l'individualisation d'un programme, c'est les premières choses à prendre en compte, c'est les facteurs externes et les contraintes de la personne. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas progressé avec votre programme, évidemment que ça peut être aussi de votre fait par rapport à certaines choses, mais le but principal quand même à bien retenir, c'est que le programme n'était peut-être pas adapté aussi à vos contraintes et à votre vie actuellement. Donc déjà, je parle de ça pour pas pour déresponsabiliser justement, mais pour un peu mettre de l'eau dans son vin, de se dire on ne peut pas faire le programme qu'Alex Megos fait par exemple. Ouais. Alex Megos, il a 25 heures dans la semaine pour s'entraîner. Toi, peut-être qui écoute, tu en as peut-être 3. Ouais. Donc comment tu fais, tu vois? Et tu peux pas te dire c'est pas grave, je mets tous les exos d'Alex Megos et tout, je les serre compresse dans une séance où je fais 46 trucs. Non, parce qu'au final, en faisant 46 trucs, tu te focalises sur rien, tu t'éparpilles. Donc la première chose que je fais en fait par rapport aux contraintes que j'ai, c'est que je définis une liste d'objectifs qui est très courte. Ouais. C'est-à-dire que là, tu me donnes un post-it, je vais écrire exactement 4 mots, tu vois. Ouais, genre monsieur le pain versé. Voilà, c'est ça, monsieur le pain versé et front lever touch. Okay. Là, tu vois, c'est bon, c'est 2 exos en gros spécifiquement. On s'en fout un peu des exercices, mais en tout cas, c'est les 2 sur lesquels j'ai choisi de progresser. Et là, maintenant, je passe tout mon temps. Donc au total, j'ai 3 séances qui durent entre 40 minutes et 1 heure, uniquement focalisé sur ça. Ouais. Et là, tu peux me dire, mais attends Jérém, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ton physique? Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur de régresser sur X ou Y domaine ou truc, parce que tu fais la course aussi à côté. À partir du moment où tu es actif et que tu as pris tes exos quand même, alors je ne les ai pas pris au hasard. L'inverted muscle up, c'est un gros exo de poussée qui engage le biceps et les épaules. Principalement, il y a d'autres choses, mais principalement c'est ça. Et le front lever touch, étrangement, ça engage les dorsaux et les triceps. Ouais. Du coup, c'est hyper complémentaire au final. Donc, évidemment, tu peux dire, il n'y a pas les pectoraux, etc. Mais ils sont aussi partiellement engagés dans les exos que je fais. Et quand tu fais du renforcement envers ces exercices-là, tu te rends compte que tu vas devoir utiliser tous les angles en fait. Oui, ça, des dips, des trucs. Voilà, exactement. Ouais. Tu te retrouves à faire des dips aux anneaux, tes pecs ils sont engagés, donc tout va bien. Donc tout ça pour dire aussi que parfois, il faut pas se dire, c'est pas parce que non, mais j'ai pas fait de bench press spécifiquement, par exemple, pour mes pectoraux, je vais tout perdre. Non, en fait, c'est pas exactement comme ça. Le corps, c'est un système et qu'on l'utilise pour des mouvements et qu'on les choisit bien, ces objectifs, et qui sont bien complémentaires. Mais même avec 2 objectifs, on peut se retrouver avec une séance et un programme complètement complet, quoi. C'est ça, et puis comme tu l'as dit, c'est vraiment une histoire d'objectifs. Et là, ça fait le lien aussi avec un peu ce qu'on a écrit sur le sommaire. Là, nous, on a le sommaire sous les yeux si vous regardez la vidéo. C'est vraiment le principe de mieux vaut faire des séances hyper courtes, régulières, avec un objectif précis, que 3 séances par semaine. Par exemple, là, si on fait le parallèle avec l'escalade, vous allez grimper 3 fois par semaine à la salle pendant 3 heures peut-être, parce que vous restez à la salle, vous savez pas trop quoi faire, vous prenez 10 minutes de repos entre 2 blocs, vous parlez avec les copains et tout. Et au final, vous n'avez pas progressé sur les 3 derniers mois parce que vous êtes juste allé à la salle pour aller à la salle. Vous n'avez pas eu un objectif précis, vous n'avez pas structuré vos séances. Et là, on peut faire le parallèle avec le renfo, comme tu l'as dit, mais c'est applicable dans tous les sports. C'est comme si tu fais de la course à pied, juste tu mets tes chaussures, tu vas courir au hasard pendant 45 minutes. C'est pas pareil que de se dire, là, je vais faire 1 heure de zone 2, puis le lendemain, je ferai 10 x 10 en intervalle ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir, alors qu'au final, tu cours le même temps en cumulé sur la semaine. Pareil pour l'escalade. Nous, on le dit souvent dans les podcasts avec Ascension, mais 3 séances par semaine de 2 heures de grimpe, c'est largement suffisant pour progresser. Après, jusqu'à un certain niveau, etc. On n'est pas en train de dire que vous allez grimper du 8C en faisant 3 séances de 2 heures par semaine. Et encore, si vous avez déjà un niveau proche de 8C, c'est carrément possible même parce que vous allez moins vous fatiguer pour d'autres choses. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est le truc de mieux vaut être régulier sur des séances courtes et intenses que de s'éparpiller et d'avoir trop d'objectifs. Tu veux rajouter un truc? Oui, c'est surtout de dire que ces séances courtes et intenses, en fait, on est sûr de les faire. Oui. C'est ça le truc, c'est que quand on arrive à se dire non mais attends, je vais faire un renfort le matin et la grimpe l'après-midi, imaginons, c'est ce que tu proposes régulièrement. Si tu n'as pas le temps de le faire, en fait, il y a des fois où tu vas le skip. Et le pire chose qui puisse t'arriver au final, c'est de sauter des séances. Oui. Tu vois, la pire chose que tu puisses faire, en fait, c'est de ne pas t'entraîner tout court. C'est ça, c'est rien faire. Ouais. Et au final, peut-être qu'il aurait mieux valu ce jour-là faire qu'une séance même de 30 minutes. Mais il s'est échauffé, il a fait que 30 minutes de grimpe. Il a fait du volume parce que c'est le plus simple à caler en 30 minutes, imaginons. C'est mieux qu'il a skip, quoi.
Ouais, mais clairement. Et c'est pour ça aussi que avoir un peu des séances type, par exemple, comme tu disais, là, que ce soit volume, bloc max, rési, peu importe, c'est bien parce que vous vous dites, ok, là, j'ai que 30 minutes pour aller m'entraîner. Si on compte pas l'échauffement et tout, si vous avez vraiment que 30 minutes pour vous entraîner, en escalade, ça va être compliqué. Bien que si vous avez une poutre à la maison ou des anneaux ou peu importe, vous allez pouvoir faire une petite séance de prépa physique. Mais si on part du principe que vous avez au moins 1 heure pour grimper, sur ces 1 heure, il va y avoir 15 minutes d'échauffement. 30 minutes hyper intenses, par exemple des circuits de rési, des doublettes, ce genre de trucs, et 10 minutes de retour au calme avec, je sais pas, de l'aérobie spécifique. Mais vous avez quand même structuré votre séance, vous avez quand même grimpé, et c'est ça en fait qui fait la régularité sur le long terme et qui va vraiment vous faire progresser. Et ça fait un peu la transition avec le point suivant, sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Mais c'est vraiment le piège, on a écrit le piège du perfectionnisme et d'avoir trop d'objectifs, etc. Et là, on a noté un exemple où on parlait un peu en off de faire son premier 8A, par exemple, en escalade. Est-ce qu'on va aller dans une dalle, un profil déversant? Enfin, du coup, je te laisse un peu en parler. Ce piège du perfectionnisme, on va dire. Alors, je vais en parler même si c'est pas ma spécialité pour l'escalade, mais c'est juste que c'était assez intéressant parce qu'on a discuté juste avant de se dire, imaginons qu'un athlète vienne te voir, Léo, et il te dit, moi, je veux passer 8A. Aujourd'hui, il est à 7B, imaginons 7B dans un dévers, et dans la dalle, par contre, il s'en sort sur du 6C+, 7A difficilement. Est-ce que, s'il te dit qu'il a que 2 ou 3 séances dans la semaine, tu vas lui dire, non, mais il faut que ton niveau de dalle il soit absolument au même niveau que ton dévers? Non. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Surtout si ton objectif c'est de faire un seul 8A en particulier. Exactement. Et pas d'avoir le niveau 8A au global où tu te dis, voilà, je vais dans n'importe quel 8A, je suis à l'aise. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un 8A et là pour le coup mieux vaut aller dans ses points forts. Et même dans le cas où tu vas être à l'aise dans tous les 8A, c'est que forcément tu as une de tes valeurs qui va être en 8B ou 8C, qui va tout dessus. Pas 8C peut-être pas, mais 8B tu vois. Oui, bien sûr. C'est très difficile d'être absolument. Tu peux pas être à l'aise dans le 8A si ton niveau c'est 8A. Genre c'est pas possible. Il faut de la marge et de toute façon on le voit. C'est les séances un peu que nous on appelle les séances de volume, c'est des séances d'intensité 7, 8 sur 10. En fait au final si vous voulez être dans l'intensité 7, 8 sur 10 dans du 8A, il faut faire au moins 8B+, par exemple. Et là peut-être que vous serez dans l'intensité 7, 8 dans du 8A. Mais souvent c'est au moins 4 cotations en dessous de votre max. Donc si votre max c'est 8A, les séances de volume souvent ça va être max dans du 7B. Enfin voilà, on peut faire plein de parallèles. Pour mon cas à moi, tu vois, le parallèle ça serait, imaginons tu es quand même proficient en tout ce qui est tirage. Tu veux t'entraîner sur une traction un bras et en même temps tu veux un objectif qui serait similaire, tu vois, en poussée. Donc imaginons que ça soit, on pourrait dire une planche, par exemple une planche tendue, quoi. Donc une full planche. En fait, je vais te dire que donc imagine que tu es qu'à la tête planche, tu es dans une progression qui est vraiment inférieure comparé à ton objectif, tandis que la one arm, tu n'es pas si loin que ça parce que tu as des grosses tractions lestées, 80% du poids de corps ou des choses comme ça. Il y a un truc quand même qui est plus réaliste que l'autre et qui est plus facile à atteindre. Donc peut-être qu'on peut d'abord se focaliser sur cette traction à bras tout en continuant à développer la poussée. Mais tout ça pour dire qu'être un spécialiste de quelque chose, en fait, il n'y a pas de honte à l'être et il n'y a aucun problème en fait. Oui. Et, les gens qu'on voit sur Internet qui savent absolument tout faire, évidemment il y en a, mais les gens qui sont le plus suivis même sur le web par rapport à la calisthénie, c'est des spécialistes de planche par exemple parce qu'ils font les meilleures figures de planche et ils sont super forts en poussée, ou les spécialistes de front qui font énormément de tout ce qui est victorienne, tout ça, des tenues qui sont improbables. Et tout ça pour dire que c'est bien d'être complet, mais parfois, suivant la vie que vous avez et ce que vous voulez vraiment faire et ce qui vous intéresse vraiment vos objectifs à vous, développer, c'est ça. Si c'est la one arm, la traction à bras, on met tout le focus dedans. Et en fait, c'est pas grave. Après, on peut monter les autres stats aussi en parallèle, mais tant pis, on met le focus dedans parce que c'est ça qui vous intéresse. Et c'est ça qui va faire que vous allez à l'entraînement demain, quoi. Et que vous êtes assidu. Pour moi, c'est ça le plus important. Ça, on peut faire aussi le parallèle souvent avec les meilleurs grimpeurs, entre guillemets. Tu vois, ils vont être complets, mais souvent, c'est parce qu'ils ont commencé à grimper tellement jeunes qu'ils ont eu tout ce temps de pratique de faire de la dalle, faire du dévers, faire ceci, cela, faire de la diff, faire du bloc XT, peu importe. Que vous n'avez pas le temps en fait. Concrètement, vous avez commencé à grimper à 30 ans, vous faites 2 ou 3 séances par semaine, vous n'avez pas le temps de faire de la diff, du bloc XT, ceci, cela, 3 séances de renfo, etc. Vous n'avez pas le temps en fait, c'est juste pas possible par rapport à tout ce qu'on a dit, les contraintes de la vie et autres. Et moi, un truc que j'ai souvent aussi dans les coachings, c'est des gens des fois qui vont pas forcément passer à l'action ou quoi parce qu'ils se disent je suis pas à 100%. Je suis à 70% parce que je peux m'entraîner que 3 fois par semaine, ceci, cela, j'ai telle ou telle contrainte et qui se disent du coup un coaching c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Et du coup on va en parler après mais c'est intéressant d'avoir ton avis en premier. Concrètement tu dirais quoi à des personnes qui sont dans cette situation là où tu as envie de progresser, tu as envie de passer à l'action mais tu te dis je le fais pas parce que je peux pas être à 100%.
Ouais. Ouais. Je peux donner une expression un peu bateau là. Mm. Qu'on donne en finance, qu'on donne dans tout en fait. C'est que le meilleur temps pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. Bah, c'est applicable pour tout. Hein. Vous n'aurez jamais les contraintes, les facteurs externes parfaitement alignés pour la performance parce que vous n'êtes pas athlète pro. À partir du moment où tu n'es pas payé pour ça et que toute ta vie ne tourne pas autour de l'entraînement, ben, tu n'auras jamais tout qui est aligné. Et même quand tu es athlète pro, tu dois faire des sacrifices en mode vie sociale, des fois vie de couple, tout ça. Il faut que tout soit aligné. Tu peux pas, même certains athlètes pro ne peuvent pas avoir une vie de couple parce que ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça. Mais ouais, je te laisse continuer. Non, mais moi je voulais juste spécifier que voilà, j'ai un enfant qui a 4 ans et demi maintenant. On a passé beaucoup de nuits où ça dormait pas. Écoute, des fois tu sauves les meubles, mais tu t'entraînes quand même en fait parce que même si tu fais un peu, même imaginons que ça soit bordélique, n'importe. Dans tous les cas, tu t'es présenté, tu étais là, t'as stimulé quand même tes muscles, t'as stimulé ton système nerveux. C'est un peu comme si tu conservais tes acquis d'une certaine manière et exactement. Au moins tu régresses pas. Pour moi, c'est indispensable. Ouais. En fait, le plus contraignant, ce qui peut faire régresser le plus rapidement, c'est une énorme pause. Oui. Une énorme, même de plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu vois. Pour moi, c'est le truc à éviter en priorité, c'est de se retrouver, d'être juste régulier. Et quels que soient les facteurs externes, vous aurez toujours des facteurs externes pourris. À un moment donné, vous aurez du stress, de l'anxiété, vous aurez des problèmes dans vos proches, vous aurez des problèmes de couple, vous dormirez pas. Trop de travail à un moment donné. Trop de travail ou des fois un manque de motivation, vous vous perdez dans des choses. Il y a la dépression aussi. Il y a des trucs que tu peux pas contrôler et tu ne seras jamais à 100%. Et mieux vaut être régulier à 70% que voilà, c'est ça. Faut le faire quand même. Il faut se présenter, c'est ça. Comme tu dis, tu parles. Présentez-vous. Ouais, c'est ça. Qui je suis. Présentez-vous. Mais vraiment, c'est ça, c'est que mieux vaut être régulier, voilà, à 70%. Et t'en parlais avec l'histoire du sommeil. Moi, je me souviens parce qu'à l'époque, je te coachais dans cette période-là où justement, tu étais en manque de sommeil, etc. Moi, je l'ai vu, tu vois, sur les valeurs que, j'en sais rien, je dis des chiffres au hasard parce que j'ai plus les chiffres en tête. Tu avais une traction, j'en sais rien, à 50 kg de lest. Quand tu dormais mal, 40 kg, c'était dur. Mais tu as quand même 40 kg, tu vois. Enfin, c'est pas en mode comme si tu arrêtais de faire des tractions et quand tu reviens, en fait, tu es complètement désentraîné et même faire 3 reps à 20 kg, c'est dur. Enfin, il y a un truc comme ça où je sais pas ce que ça me fait penser à quelque chose de super important, c'est la gestion des mauvais jours. Parce que en fait, dans l'entraînement, ça sera jamais tout beau tout rose. Vous aurez jamais que des journées où vous allez pouvoir appliquer exactement le programme. Et je pense que Léo, tu es d'accord avec ça, même si tu essayes de leur dire d'appliquer le programme. Et souvent, nous, on a des plans B, tu vois. On dit plan A, par exemple, bloc max. Si tu es fatigué, plan B, machin. Genre souvent, ça va être du volume, peu importe. Mais ouais, souvent, quand je sais que la personne elle est dans une période un peu compliquée, que soit le sommeil c'est compliqué, soit trop de stress ou quoi, je vais dire, ok, là, je sais pas, tu es en reprise parce que tu étais malade la semaine dernière. Si tu es en forme, tu te sens bien, plutôt bloc max pendant 1 heure pour pas trop forcer. Et si t'es pas bien, tu fais plutôt volume pendant 1 heure et d'ici mercredi, tu auras récupéré. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où c'est exactement ce que je voulais en dire, c'est que le plan B souvent. En général, quand tu as ta séance qui se passe mal, imaginons en général c'est la pire. Pour que ça se passe mal, tu dois avoir une séance bloc max ou une séance force max, ce soit même aux anneaux ou n'importe, même à l'escalade. Tu sens que tu n'as aucun influx, tu n'arrives pas à tirer. En fait, là, il faut basculer sur du volume. C'est quelque chose qui a un RPE 7, 8, ou de la technique par exemple. Mais un truc qui a une intensité moins élevée, mais par contre, vous avez quand même fait quelque chose. Ne rien faire, je pense à ce moment-là, c'est détrimental et même pour la récupération, pour la séance d'après, c'est détrimental. En fait, on a tous des courbes de fatigue nerveuse, des fatigues physiques, de fatigue tendineuses, articulaires, enfin plein de choses. Et il y a des fois, toutes ces courbes, quand on les gère plus ou moins bien, c'est très dur de bien les gérer, elles sont tout au plus bas. Et quand elles sont tout au plus bas, ça donne ces fameux bad days, ces séances de merde, quoi. Et tant pis, il faut juste survivre dans la mauvaise séance, faire quelque chose qui est quand même utile. Il faut l'accepter et se dire, ok, je peux pas faire ce que j'étais censé faire. Faire quelque chose. Voilà. Moi, souvent, ce que je dis, si c'est vraiment, comme tu dis, un bad day où tu sens que ça va mal se passer, si tu vas grimper, que tu vas te blesser ou autre, quand tu as cette sensation, je pense qu'on l'a tous eu en tant que grimpeur. Tu le sais. Tu t'échauffes, tu sens que tu as des petits tweaks au niveau des doigts, au niveau de l'épaule, je sais pas, tu te dis, là, je le sens mal. En fait, souvent, moi, je vais dire aux personnes que je coach, dans ces cas-là, tu fais juste ta routine mobilité, tu fais juste ton échauffement, tu fais tes étirements et tu rentres chez toi. Genre, tu vas même pas grimper, tu sens que ça va vraiment mal se passer.
Le plan C, c'est vraiment, tu fais que l'échauffement, la routine mobilité, les étirements et tu rentres chez toi. Tu vas dormir, tu vas marcher, peu importe. Et t'as bougé. Voilà, et que tu as quand même bougé parce que tu as C'est quand mieux. même fait ton échauffement. J'en sais rien, tu vois, je prends un exemple. Nous, souvent, je sais pas, on met 2 séries de pompes, de 20 pompes, quelques tractions. Enfin, tu as quand même bougé, tu as quand même fait quelque chose et au final, tu vas mieux récupérer que si tu n'avais rien fait du tout. Même quand on a des personnes, tu vois, par exemple, qui sont malades, on va leur dire, bah, va quand même marcher. Si tu avais du cardio dans ton programme, va quand même faire ta zone 2, ce genre de choses. Mais vraiment, bah, à moins que vous soyez vraiment hyper malade et genre grosse courbature et tout ça, bah, ne rien faire du tout, c'est toujours très délétère. Et même sur les jours de repos, de toute façon, avec Ascension, on le dit tout le temps. Voilà, faut marcher, faut faire un peu ces petites routines de mobilité, ce genre de trucs. Vraiment, un jour où vous faites rien du tout, c'est bah, ouais, comme tu dis, même c'est délétère pour la récup parce qu'au final, peut-être tu récupères bien nerveusement, mais après tu vas être, je sais pas, tu vas être un peu stiff, enfin tu vas être tendu, je sais pas, au niveau des fessiers parce que tu es resté assis toute la journée. Donc, enfin bref, il y a plein de désavantages. Mais pour résumer un peu cette partie 1, faites des séances courtes et intenses la plupart du temps qui sont adaptées à votre emploi du temps. Nous, c'est ce qu'on met en place de toute façon avec tous les suivis chez Ascension. On adapte le programme à l'emploi du temps. La personne nous dit à l'avance, la semaine prochaine, voilà, j'ai 3 heures pour m'entraîner par-ci, 1 heure par là, 45 minutes par là, et puis après là j'ai 2 jours en déplacement, qu'est-ce que je fais? On adapte le programme pour que ça rentre dans ces contraintes-là, que ce soit en termes de matériel, de temps, etc. Et c'est là où vous avez peut-être fait le parallèle en vous disant, mais en fait, tous les programmes PDF que je peux trouver, est-ce qu'ils marcheront? Donc oui, ils marcheront si vous êtes dans un cadre, Si dans t'es une case étudiant de et- débutant. Non, mais même dans une case débutant aussi. Ouais. En général, quoi que tu fasses va marcher. Mais il y a aussi, il peut y avoir des cas où finalement le programme, lui, c'était celui dont tu avais besoin maintenant, donc ça marche. Mais par contre, dès que vous allez avoir des facteurs externes un peu qui vont induire ce programme-là, qui vont avoir une conséquence en tout cas sur ce programme-là, voilà, ça enraye toute la machine, quoi. Donc un programme PDF, c'est une vision un peu parfaite où on se sent toujours de la même façon à chaque séance. C'est ça. Et ça peut marcher, ça peut être bien dans un premier temps, mais évidemment ça a des limites, quoi. Mais la limite, c'est l'individualisation. J'aime bien ça parce que tu vois, souvent on va essayer de répliquer certains protocoles. Enfin là, je parle pour l'escalade. Les protocoles les plus connus, c'est les suspensions lestées de Eva Lopez. Après, les suspensions sur petite prise, pareil, c'est Eva Lopez. Et souvent, le cycle le plus classique que tout le monde fait, c'est tu fais un cycle de lesté sur des bonnes prises, par exemple, suspension lestée sur 20 mm. Et le cycle d'après, tu fais suspension sur 10 mm, 8 mm au poids de corps. Et en fait, le problème de ça, c'est que dans l'étude, ils montrent que, je sais pas, il y a 15% de gain de force en moyenne, etc. Mais ça reste une moyenne. Tu sais pas si tu vas être super répondant, répondant moyen, non répondeur, voire non répondeur, outlier négatif, on va dire. Pire, En fait, tu sais jamais dans quelle catégorie tu vas te trouver. Et comme tu dis, si t'es pas en forme le jour numéro 2 où tu es censé faire tes suspensions, qu'est-ce que tu fais à la place en fait? Est-ce que tu fais quand même tes suspensions et tu vas te blesser en faisant ton renfo, qui est le pire truc à faire? Nous on dit toujours, le renfo c'est pour se renforcer, c'est pas pour se blesser. Normalement vous devez jamais vous blesser sur du renfo, sauf, et encore non, c'est même pas du renfo, j'allais faire le parallèle avec les anneaux, mais quand tu vas faire certaines figures, c'est de la perf en soi. Enfin, tu fais une performance de faire la figure, c'est pas en mode la figure là c'est du renfo pour ceci, cela. Donc en général t'es pas censé te blesser sur du renfo. Et voilà, là pour le coup, là je prends l'exemple de ces protocoles-là parce que c'est un truc qui est très fait par la majorité des grimpeurs. Mais tu vois, juste des astuces du genre, si le jour 2 où tu es censé faire ta séance de lesté, tu te sens pas en forme, tu fais plutôt ça et après tu te reposes et tu reportes la séance au lendemain. Souvent, c'est le meilleur truc à faire. Mais je pense qu'on va quand même passer au point suivant parce que là, je pense qu'on a fait le tour pour ce point-là. C'est vraiment un peu pourquoi les anneaux pour la préparation physique, c'est un outil puissant quand on manque de temps. Là, je te laisse un peu nous dire, mais il y a plein d'avantages. Alors déjà, les anneaux, comme je l'ai précisé au début, c'est qu'avec un outil, on peut faire tout ce qui est poussée et tirage et vraiment on n'est pas du tout limité. C'est-à-dire que personne n'a fini le game aux anneaux, tu vois. Oui. Genre personne. Tu peux C'est toujours pas faire possible. plus dur d'une certaine manière. Il y a des figures qui sont encore en train d'être théorisées aujourd'hui, qui sont sûrement possibles mais que personne n'a encore réalisées. Bon, on parle de gymnaste pro, hein, mais bon voilà. Tout ça pour dire que c'est infini. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est extrêmement complet, c'est-à-dire que quasiment tous les exercices, ils incluent beaucoup de maillons du corps, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver même quelque chose d'aussi simple à comprendre que faire des dips sur les anneaux. Tellement de trucs à engager en même temps que. Sur les anneaux, il y a plein de choses qui vont au début trembler. Donc la première fois que tu te mets sur les anneaux, en général, tu trembles comme une feuille. Tu vas te rendre compte qu'il y a plein de muscles stabilisateurs qui sont engagés, qui ne sont pas sur une barre fixe ou qui est rattachée donc au sol. Là, c'est nous qui devons gérer l'équilibre et donc ça a quand même un très grand intérêt pour, entre guillemets, avoir un renforcement complet et global.
Je pense que ça peut être un très bon outil en termes de renforcement pour la prévention de blessures aussi, parce qu'on va travailler justement ces stabilisateurs souvent négligés. Le gainage très très élevé sur toutes les figures, quelle que soit la figure, y compris une traction est plus dure aussi sur les anneaux, parce qu'on doit bien gérer l'axe de tirage, sinon on se retrouve à osciller. Ouais, même la redescente, si tu te relâches d'un coup, ça tremble et tout. Enfin, voilà, et puis surtout, il y a énormément de choses à apprendre dessus. Les paliers sont super intéressants, je trouve, parce que en renforcement physique classique, on va dire, imaginons que tu fais des dips, puis des dips lestés, ou tu pars des dips avec élastique, puis dips lestés. Ça reste des dips. Voilà, c'est ça. C'est le même mouvement, c'est juste tu le rends plus dur ou plus simple en rajoutant du lest. En gros, c'est. Voilà. Mais les anneaux, ouais, c'est différent. Les anneaux, tu peux te retrouver des dips. Après, tu as dips bras ouverts. Après, tu as plein de variantes de poussées qui peuvent impliquer que le corps il devienne parallèle au sol, par exemple. Ouais. Donc, ça s'appelle une straight body press. Il y a des variantes infinies et c'est surtout ce fait d'apprendre un nouveau mouvement qu'on ne savait pas faire. Donc tout à l'heure, on a fait une séance avec Léo. Il a réussi la roulade avant, ça s'appelle donc le forward roll sur les anneaux, qui consiste à se mettre sur les anneaux en support, c'est-à-dire bras tendus, et de tourner autour en roulade avant et de refinir en support. Et donc là, il a appris ça. On a la vidéo. T'es content, quoi. Ouais, c'est cool. Tu as une petite satisfaction. Tu vois, c'est pas, tu te dis, voilà, j'ai fait 10 dips alors qu'avant j'en faisais 8. Tu dis un truc concret où tu as fait une figure que tu maîtrisais pas, enfin tu as appris quelque chose de nouveau. Et en vrai, moi je fais aussi le parallèle avec la prépa physique, c'est que après il faut pas faire que ça, dans le sens où le fait que ce soit instable, ça amène d'autres contraintes, ou par exemple faire des tractions lestées sur une barre fixe pour augmenter ta force de manière beaucoup plus prédictible et en ayant moins de risque de blessure ou quoi, ça reste la base. Pareil, tu vois, tout à l'heure tu parlais du développé couché, faire du développé couché où tu vas rajouter un peu de la surcharge progressive, ça reste toujours intéressant, ou des dips lestés, peu importe. En fait, c'est complémentaire. Faut pas faire que l'un ou que l'autre. Et en vrai, quitte à en choisir qu'un, vraiment pour la prépa physique escalade, après ça dépend de vos contraintes, c'est toujours pareil. J'aurais tendance à dire que faire du lesté sur du stable, c'est toujours mieux que de faire du poids de corps sur de l'instable, pour plein de raisons, mais là on va pas rentrer dans les considérations physiologiques, on va dire. Mais en fait, ce qui est intéressant avec les anneaux, et je te rejoins, c'est ce côté technique où tu dois coordonner toutes les chaînes musculaires. Et en fait, pour l'escalade, c'est un peu ce qu'on fait concrètement sur le mur. C'est qu'il n'y a jamais un move où c'est juste une traction ou juste une suspension. Enfin, c'est toujours un mix de tout. C'est toujours un mix de je tiens une prise, je traque dessus et je dois gainer. Si on schématise, mais c'est un peu ça. Hein. Et du coup, vraiment, il y a ce truc où tu le retrouves un peu sur les anneaux. Et moi, j'appelle ça aussi la conscience corporelle, comme tu disais, le fait de se dire « Ah là, faut que je pousse mes épaules vers le bas. Faut que j'enroule un peu la colonne vers l'avant pour engager les abdos. Faut que là, je serre les fesses pour contrer le ballon, etc. » Enfin, en fait, tous ces micro-trucs, en fait, vous allez le faire après inconsciemment. Et ça se transfère super bien sur le mur parce que, quand je dis sur le mur, c'est sur le mur d'escalade, parce que en fait, des fois, vous engagez votre scapula, donc votre omoplate d'une certaine manière pour vraiment tracter fort sur une prise et vous n'allez pas avoir besoin d'y penser. Vous n'allez pas vous dire « Ah ouais, là, je suis en suspension, mon épaule elle est désengagée, il faut que je pense à la réengager, etc. » Non, vous allez arriver, hop, engagé direct sur la prise et vous allez pouvoir tracter. Et voilà, il y a plein de parallèles comme ça qui se font, surtout sur le côté apprentissage. Apprentissage moteur, du coup, où en fait, c'est hyper intéressant pour toutes ces raisons-là. Mais du coup, est-ce que tu veux nous parler aussi d'autres choses, que ce soit un peu les points positifs ou négatifs ou ce genre de choses? On avait mentionné aussi, c'est vrai que tu as tout à fait raison dans ce que tu as dit, dans le sens où moi, mes objectifs principaux sont sur les anneaux, mais il y a beaucoup de renfo sur du stable, donc c'est-à-dire sur barre de traction, sur barre de dips. Après, comme j'ai dit, c'est que les anneaux, c'est en un outil, on a accès à un gros répertoire en fait. Après, rien ne t'empêche de faire des tractions lestées sur les anneaux ou des dips lestés sur les anneaux. Et on n'a pas mentionné le fait aussi que c'était un outil à 30 €. Oui, c'est ça aussi. Donc, niveau rapport performance-prix ou on va dire possibilité et prix, il est quasiment imbattable. Quoi. Ouais, genre clairement. Même si je dois avouer que c'est difficile de s'y retrouver au début, donc par quoi on commence? Ouais. Et c'est notamment, tu as mentionné les erreurs les plus courantes dans le podcast. Et je trouve que là, c'est intéressant de se dire, donc j'ai une paire d'anneaux. Qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi? Ouais, c'est ça. Comment je structure une séance? Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Au final, c'est un peu les mêmes principes de ce qu'on a énoncé au tout début. On essaie de choisir deux objectifs qui sont plus ou moins complémentaires. Par exemple, on va rester très simple. Un objectif de poussée, un objectif de tirage. Aujourd'hui, vous ne savez pas faire le muscle-up. Moi, je le mettrai dans la case tirage, pour le coup. Et si vous voulez apprendre, par exemple,
Même si c'est au sol, imaginons un équilibre au sol, c'est dans la case poussée, imaginons. Donc on peut choisir 2 objectifs comme ça et essayer de tendre vers réussir ça. Après, ce qui va être difficile quand on débute, c'est la sélection d'exercices. Ouais. Donc trouver les bons exercices pour arriver à ça. C'est ça. Et du coup, ça fait la transition avec le point suivant. Comment structurer concrètement un peu une séance, comment concevoir une séance efficace, une méthode simple pour progresser, comment éviter la stagnation, le bon équilibre, pousser, tirage, gainage, les marqueurs de progression à suivre. Enfin, voilà, là, c'est vraiment la prochaine grosse partie du podcast. Okay. Je te laisse faire un peu point par point comme tu veux. Ouais, mais je pense que je vais faire un petit mix de tout. Donc déjà, imaginons, toi qui écoutes, tu veux faire une séance donc antagoniste, imaginons pour l'escalade, ou même tu veux te mettre aux anneaux. Moi, c'est ce que je fais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'intro, mais du coup, on a dit que tu me coachais. C'est pas prépa physique 4 séances par semaine, etc. C'est vraiment une grosse séance par semaine d'antagoniste où du coup là on cale les anneaux et des petits flotteurs, enfin des exos que je peux faire en fin de séance, même en fin de séance bloc max parce que ça va être de la technique, du volume sur de la technique. Et en gros, si on arrondit, ça me prend 1 heure par semaine, une séance de 45 minutes et 2 fois 10 minutes dans la semaine. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on le structure pour nous là dans mon exemple perso actuellement. Ouais. Voilà, pour l'escalade, en tout cas, ça serait clairement une possibilité. Mais dans l'idée, voilà. Donc tu commences, tu as une feuille blanche un peu. Tu te dis, ok, tu dois partir d'objectifs. Donc ça fait 3 fois que je répète, mais désolé, mais c'est plus comme important. ça. Tu dois partir d'objectifs. Ouais. Donc tu te dis, allez, j'en prends que. Honnêtement, moi je conseille d'en prendre, sauf si on est débutant, on peut faire beaucoup de choses en même temps. Ça marche. Enfin, on peut évoluer sur plein de choses. Imaginons, on n'a pas de traction au début, on n'a pas de dips. On peut évoluer sur plein de trucs en même temps. Mais bon, on a déjà passé 6 mois de renforcement, on va dire. On n'est plus vraiment débutant. Là, il faut un peu réduire le fait des objectifs. En général, j'en choisis 2. Idéalement, voire 4 au grand maximum. Entre 2 et 4. Je trouve que c'est déjà beaucoup 4 quoi, d'entraîner. Donc 4 c'est limite, tu fais que ça quoi. Genre tu t'entraînes que sur les anneaux ou quoi. Ça va être compliqué vraiment de focaliser autre chose. Ouais. Donc imaginons tu choisis 2 objectifs. Ton objectif c'est de faire ton premier muscle-up aux anneaux et donc on va prendre les plus classiques et le deuxième ça va être réussir un équilibre au sol. Donc un handstand. Ouais. Donc là, à partir de là, tu dis ok, donc j'ai ces 2 objectifs là. Maintenant tu appliques tes contraintes dans le programme. Tu dis combien de fois par semaine je suis pas susceptible, mais je suis sûr de pouvoir m'entraîner, tu vois. Et combien de temps? Ça tu le notes sur un papier. Après tu te retrouves avec ces facteurs là. Ensuite tu te dis ok, donc je sais que je dois m'entraîner sur ça et sur ça. Donc comment maintenant quel exercice je vais choisir pour les faire rentrer dans mes contraintes. Après là c'est là où ça devient plus délicat et que c'est très individuel et que le coaching peut être conseillé, c'est qu'on va se retrouver avec, imaginons une grosse journée comme tu as eu, et 2 où je peux caler des 10 minutes. Donc là, comment on fait? Là, c'est vraiment compliqué. Quand on a 3 séances ou 2 séances dans la semaine, c'est très facile. On va se dire, je vais faire une séance. Objectif 1, objectif 2. Non, moi, je les croise tout le temps. Enfin, moi, vu qu'on n'a que 2 séances, imaginons, à partir de là, je vais les croiser, je vais faire de la poussée du tirage à chaque séance. Pour mettre plus de répétitions. Voilà, de contraintes mécaniques et qu'il y ait plus d'adaptation. Si tu veux forcer l'adaptation avec une contrainte par semaine, imaginons que tu fais une seule fois des entraîner. Exactement, si tu prends toutes tes courbes d'adaptation, le moment où tu es le plus adapté et que tu es en surcompensation, tu te retrouves à pas t'entraîner. Et donc tu te réentraînes au moment où tu es à la même niveau qu'au début. Donc c'est pas ouf. Mais c'est pour ça que souvent on dit qu'il faut s'entraîner 2 fois par semaine sur un. 2 pour moi c'est le minimum pour vraiment progresser. Maintenir c'est très facile. Il y en a qui arrivent à progresser, mais il faut faire des séances extrêmement intenses. C'est très difficile pour quelqu'un qui est intermédiaire de faire des séances extrêmement intenses. Limite, ça serait dédié à de l'avancée. Et de l'avancée qui n'a pas d'objectif, qui a des objectifs un peu plus bas, tu vois, qui s'est un peu restreint suivant ses contraintes. Donc imaginons que tu as 2 séances semaine, c'est très facile. Tu te dis, je fais une séance de volume, une séance de force max. Dans ma force max, si mon truc c'est muscle-up aux anneaux, peut-être que je vais faire des tractions hautes avec un blocage haut en tenant le false grip. False grip, c'est en posant le poignet dans les anneaux. Peut-être que je vais travailler que la transition avec élastique. Peut-être que je vais travailler pied au sol en faisant des transitions. Très, très facile, terre à terre. Sur les équilibres, c'est pareil. Je vais m'entraîner sur la variante la plus difficile que je connaisse, que je puisse tenir sur du 5 secondes, comme tu vas faire sur du dead hang lesté, sur des prises du 20 mm lesté, 5 à 10 secondes. Je me mets ventre face au mur, imaginons. Avec mes pieds, j'essaie de pianoter pour retrouver un équilibre. Ça, c'est ta première session. Tu as un deuxième bloc, imaginons, avec autre chose, mais qui n'est pas très loin en plus de ça. Donc, traction lestée, par exemple, à la barre.
et je sais pas, ça peut être une poussée verticale du style développé militaire. Et après, tu as du renforcement un peu plus basique, style renforcement biceps ou renforcement d'avant-bras si tu as besoin de maintenir flexion la flexion. de poignet, même extension pour Bref, équilibrer ça te fait une peu, séance. La deuxième séance, c'est du volume. Tu fais la même chose, sauf que tu mets au lieu de faire des rep range autour de 1 à 5, tu vas te retrouver, je te dis des trucs très simples, hein, mais tu vas te retrouver de 6 à 15 ou de 6 à 30 même. Voilà, quoi. Donc une rep range un peu plus permissive. Donc ça, c'est très facile. Tu réduis l'intensité, du coup, le but c'est pas de faire de la résie. Ça, je pense que seul tu peux t'en sortir. Juste la sélection d'exercices, c'est le plus délicat dans ce genre de construction de séance. Quel exercice je prends? Quel est celui qui va m'amener à progresser le mieux? Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que si mon blocage, c'est la transition, dans ce cas-là, il y a des exos spécifiques pour la transition qu'il faut appliquer, mais lesquels? Si mon blocage, c'est quand je suis tendu, j'arrive pas à maintenir le false grip, c'est encore peut-être un problème de force de flexion de poignet, ou ça peut être un problème d'amplitude de poignet. Ouais, ou même juste mobilité. un problème technique de tu sais pas trop comment te placer sur le false grip. Enfin, Tout à fait. faut trouver un peu le facteur limitant, quoi. Tout à fait. Donc sur ça, on peut faire le parallèle en disant qu'il y a 3 aspects sur la performance. Tu as le mental, tu as la technique et tu as le physique. L'aspect purement physique, quoi. Donc c'est les 3 qu'on a mentionnés juste là. Donc lequel des 3 est problématique? Comment je l'entraîne? Est-ce qu'il y en a peut-être 2 qui sont problématiques, mais dans ce cas-là, j'ai un exo qui va recouper les 2. Là, ça peut. C'est la sélection d'exercice, c'est le plus dur. Pour moi, 100%, quand poser ces contraintes sur un papier, c'est facile. Savoir quand tu peux t'entraîner, placer les jours, c'est facile. Mais qu'est-ce que je mets dans ces jours? Ça, c'est tout le travail, en fait. Tout le travail de coaching aussi. C'est pareil en escalade. Tu te dis, tu fais mon bilan des tests. D'ailleurs, je le place pour ceux qui veulent, mais vous nous envoyez des tests. C'est toujours pareil. C'est sur Instagram, c'est gratuit. On vous envoie la batterie de tests. Une fois que vous avez fait les tests, déjà si vous ne faites pas le bilan avec nous, c'est dommage. Mais une fois qu'on vous a fait le bilan et qu'on vous dit, bon bah voilà, je sais pas, tu as un ratio de 1,4, tu veux aller grimper du 8A, il te faut 2 de ratio, il faut que tu gagnes en force doigt. Comment tu fais pour gagner en force doigt? Et c'est là tout l'intérêt pour moi du coaching, c'est que nous on a déjà fait les protocoles, on a déjà vu ce qui marchait pour tel ou tel type de public, avec quel équilibre en termes de temps de séance, d'intensité, de machin. Enfin, et on a eu vraiment un peu tous les cas pratiques, que ce soit du débutant à l'expert. On a fait progresser plus ou moins tout le monde avec des protocoles du coup qui sont différents. Même si vous faites le même protocole que votre pote, vous n'allez pas progresser pareil parce que comme tu disais, il suffit que ton pote il dort bien, il mange bien. Toi tu peux pas parce que tu as des contraintes professionnelles, juste tu vas pas progresser, ça va être hyper frustrant. Donc c'est un peu ça. La sélection d'exercices c'est hyper compliqué, je te rejoins. Et après, c'est un peu comment tu équilibres un peu le tout en termes de poussée, tirage, gainage, comment un peu éviter la stagnation, ce genre de choses. Ça, pour moi, l'équilibre, il vient avec la sélection des objectifs. Si tu as un objectif de poussée, un objectif de tirage, par exemple, c'est très facile. Quand tu as 2 objectifs de poussée, là, l'équilibre, il devient plus compliqué parce que tu n'as pas du tout envie de te focaliser sur un tirage lesté, par exemple. Enfin, ça aurait pas de chance. Moi, je parlerais aussi, tu vois, de l'ordre des exercices dans la séance. Enfin là pour le coup je parle vraiment prépa physique escalade, je parle plus trop des anneaux. Mais par exemple si on vous fait un bilan des tests et qu'on vous dit il faut absolument que tu progresses en blocage bras, puis en force doigt, puis en gainage, souvent on le met par ordre de priorité. Dans votre séance c'est ce qu'il faut retrouver en fait. Il faut que ce soit d'abord, je sais plus ce que j'ai dit, je crois que je dis blocage bras en premier, force doigt en deuxième, force gainage en troisième, peu importe. Et après c'est comment un peu cycler son entraînement parce que même sur de la prépa physique classique style aux anneaux, si tu fais que de la force tout le temps, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est bien de faire un petit deload ou un petit cycle un peu plus de volume ou des trucs un peu plus, en endurance de force ou peu importe. On peut même cycler sur ce genre de qualité, je pense. Pour les marqueurs de progression, quand on parle des anneaux, c'est assez facile dans le sens où le muscle opposé anneau, par exemple, c'est on l'a ou on l'a pas, c'est assez blanc ou noir, quoi. Donc toi, tu vas avoir des trucs du style, il va devoir regarder à quel poids il le fait, mais aussi de quelle façon il bouge ce poids. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Et en escalade, c'est encore pire parce que regarder sur un mur quelqu'un, déjà, c'est même pas les mêmes blocs. Comment tu compares d'un bloc à l'autre? Ok, imaginez, il refait le même bloc qu'il a fait en début de prépa, mais en fait, maintenant, il le connaît. Donc, c'est pas exactement la même. C'est pas les mêmes conditions, quoi. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais aux anneaux, je pense que c'est plus simple pour suivre sa progression. C'est est-ce que oui ou non, on arrive à accomplir les objectifs qu'on s'est fixés, quoi. C'est assez blanc ou noir. Moi, ce que je voulais donner comme point en plus, c'est parce qu'on a parlé de gain de temps, de personnes occupées, mais on n'a pas parlé de gain de temps au sein de la séance. Oui. Et je trouve ça super intéressant. Comment structurer la séance en termes d'optimisation, quelque chose que j'ai vécu avec toi et je pense que je suis un des seuls à l'avoir fait. Peut-être, après tu vas me corriger si je me trompe. Quand tu m'as coaché, moi je faisais en superset, donc j'enchaînais 2 exos à minima tout le temps. Tout le temps. Et je ne sais pas si j'étais le seul à faire ça, mais par exemple, j'allais faire les tenues de réglette et 30 secondes de repos, les tractions lestées, et là je prenais mes 3 à 5 minutes. Donc, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, comme ça, en fait, au lieu de prendre, par exemple, là on reprend ton exemple, au lieu de faire 5 secondes de suspension, 3 minutes de récup,
x4 par exemple, puis après passer aux tractions, 5 répétitions x4 avec 3 minutes. Tu faisais 5 secondes de suspension, quelques secondes de repos, 3 tractions, puis après 3 minutes de repos. Et ça, en vrai, ça dépend vraiment du niveau de pratique. Moi, je le mets dans les suivis. Très souvent, même, je mets j'appelle ça, même des trisets ou je sais plus si on dit giant set ou ce genre de truc, ou circuit training, peu importe comment on l'appelle, quand tu enchaînes plein d'exercices sans temps de repos et après tu prends un gros repos. Ça, je le mets souvent dans les cycles de volume où tu vois, par exemple, je vais dire, ok, tu fais 10 pompes, 10 tractions, 10 Cossack squats et 10 secondes en quart de front. T'enchaînes tout sans temps de repos, tu prends 3 minutes de repos et ça, tu le fais 4 fois, par exemple. Ça, c'est un truc que je mets beaucoup maintenant dans les cycles de volume. Ouais, désolé de te couper, c'est juste que moi, c'était pas du tout un souhait de ma part de faire les supersets. Oui. C'était une contrainte de ma part. Je ne pouvais pas faire autrement parce que j'avais que 25 minutes pour le renfo, tu vois. C'est ça aussi. Donc c'est ça que je veux spécifier, c'est que peut-être que de façon optimale, on est tout à fait d'accord qu'il vaudrait mieux. Justement, j'allais venir avec le niveau de pratique. En fait, quand tu es débutant, j'aurais tendance à dire que là, faire ce que je viens de dire, là, par exemple, 10 pompes, 10 tractions, 10 Cossack squats, du quart de front, peu importe, ça, c'est vraiment dur quand vous êtes débutant parce que vous ne connaissez pas les exercices, vous n'êtes pas coordonné sur les exercices et en fait, si vous n'êtes pas focalisé sur l'exercice, vous allez moins bien le réaliser et du coup, votre technique, elle va être moins bien. Enfin voilà, il y a plein de trucs que ça implique. Par contre, quand tu commences à être expert d'un mouvement, là, pour le coup, faire des suspensions, faire des tractions, c'est un truc où tu es expert du mouvement. Enfin, il n'y a pas à chercher plus loin. Tu sais le faire. S'il n'y a pas d'histoire de même si tu es un peu fatigué, tu vas pouvoir le faire parce que tu sais faire des repeaters ou quoi. En fait, là, c'est intéressant de faire des supersets parce que déjà, c'est 2 schémas moteurs nerveux qui sont différents. Donc 5 secondes en suspension, ça va pas trop te fatiguer pour les tractions qui sont juste derrière. Et même si ça te fatigue de, j'en sais rien, aller 5%, c'est pas les 2 kg ou les 3 kg que tu vas mettre en moins sur la traction d'après qui vont moins te faire progresser. Et là, pour le coup, le gain de temps, il est énorme parce que tu divises ton temps de séance par 2. Carrément. Donc voilà, ça pour le coup, pour l'aspect contrainte, tu peux même, moi je le fais aussi avec mes coachés, mettre les étirements pendant les temps de repos. Tu vois, par exemple, moi je sais que là, souvent, j'ai des 5 minutes de repos entre mes séries de suspension pendant les cycles de force. Pendant les 5 minutes, je fais 1 minute en pancake, 2 minutes en fente et 2 minutes sur les fessiers, j'en sais rien. Et comme ça, en fait, pendant mes 5 minutes, je rentabilise et même du coup, j'ai même pas besoin de faire mes étirements en fin de séance. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Un truc que je fais beaucoup aussi entre les séries de rési, parce que souvent entre les séries de rési, c'est des 8 minutes, 12 minutes de repos, je vais marcher. Genre vraiment littéralement, quand je suis chez moi, je mets le tapis, je marche sur le tapis. Quand je suis à la salle, je fais des tours de la salle, enfin vraiment en mode juste aller marcher pour faire vos 10 000 pas par exemple. Il y a plein de manières d'optimiser son temps d'entraînement. Et après, je trouve le truc le plus sous-estimé là-dedans, ça je parle vraiment pour la partie escalade, c'est le retour vidéo. Si vous vous filmez et que vous analysez vos vidéos pendant vos temps de repos, par exemple, imaginons vous devez faire une séance de bloc max, vous avez 5 minutes de repos entre 2 runs et pendant ces 5 minutes, vous regardez votre run d'avant et vous regardez ce que vous avez mal fait, ce que vous allez devoir mieux faire à l'essai d'après, etc. Pour moi, la progression, elle est stratosphérique. Moi là, je le vois concrètement dans mes séances sur la board. Tu vois, genre là, je fais beaucoup de séances de kilter en ce moment. Je me filme sur tous les runs. Genre, je pose le trépied, je me filme. Et en fait, à chaque run, j'analyse et je remets pas un run tant que j'ai pas réanalysé. Et en fait, du coup, je progresse limite 3 fois plus vite. Là, récemment, je faisais ça sur la moonboard où en fait, j'essayais par exemple un bloc move par move, tu vois, juste pour me dire est-ce que je peux faire le bloc avec les moves séparés. Je filmais absolument tout et je me dis ok, je sépare les moves, je les ai fait séparément, je vois ce que ça implique en termes de transition et tout. Je prends 3 minutes de repos, j'essaye d'enchaîner le bloc et souvent ça passait à l'essai 1 ou à l'essai 2, tu vois, une fois que j'avais calé les moves et que je m'étais vu sur la vidéo. Donc voilà, il y a plein de. Faut pas que votre repos dans votre séance ce soit juste je suis sur le téléphone, je scroll et j'attends. J'allais te dire exactement ça. Ouais. J'allais te dire que ça a 2 intérêts de faire donc des supersets ou des étirements intersets ou analyser sa performance. C'est qu'on est toujours dedans. Cognitif, tu es toujours dans ta séance. Parce que moi, ça m'arrivait plein de fois. Hein. Je prends mon téléphone, je commence à regarder un truc sur Insta ou sur YouTube, ça fait 3 minutes, je me remets dedans. En fait, ma qualité, elle est carrément. Alors, ok, qu'on sait un exo que je connais par cœur, traction lestée. Oui, là, c'est bon. Dips. Ok. Mais aux anneaux, tu dois te concentrer sur tes sensations ou quoi. Enfin, dès que je dois faire des rotations ou quoi, là, je suis perdu, quoi. Et en fait, je me rends compte que j'ai perdu du temps. Et... Ouais, ou même quand tu es à la maison, je sais pas, tu es là, tu te dis, bon, ok, j'ai 3 minutes de repos, je vais vider la poubelle, je passe un petit coup d'aspi ou je sais pas quoi. En fait, tu n'es plus dans ta séance, tu vois. C'est bête, mais ouais. Ça m'arrive aussi. Non, mais je suis pareil. Ouais. C'est terrible. Et en vrai, meilleur conseil pour moi, c'est mode avion. Pendant la séance, mode avion. C'est pas bête. C'est bête, moi c'est tout le temps de ne pas déranger. Tu vois. Ne pas déranger, même mode avion. Je me montais en mode vidéo, c'est vraiment une caméra, c'est pas un téléphone. Et ça pour le coup, c'est vraiment un accélérateur de progression plus. Et
comment éviter la stagnation. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, c'est un peu pour finir cette partie-là. Ok. Moi, j'aurais qu'un seul conseil pour éviter la stagnation, c'est comme on a dit, de mettre de la variété dans le fait de déjà toujours être motivé pour aller à l'entraînement. Si votre entraînement ne vous motive pas, changez d'objectif, changez de schéma d'entraînement. Enfin voilà, il faut toujours trouver un truc qui soit motivant. Et après, si c'est pas motivant, il y a une histoire de discipline par rapport à l'objectif, mais faut pas non plus y aller à la discipline sur 6 semaines d'affilée. Enfin, ça marche pas, c'est pas possible. Ou alors, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez pas, changez de sport, changez de mode de pratique, comme tu disais. Si vous faites 2 séances de dalle par semaine et que vous êtes jamais motivé pour faire de la dalle, peut-être que la dalle c'est pas pour vous. Faites que du dévers. Enfin, vous allez quand même progresser en dévers et vous allez quand même progresser en escalade. Ok, vous serez pas un bon grimpeur de dalle. Est-ce que ça vous tient à cœur? Non. Ok, on s'en fout. Moi, je le vois vraiment comme ça, tu vois. Je pense vraiment pas qu'il faut être bon en dalle pour être bon en dévers ou l'inverse, etc. C'est vraiment comme si c'était des skills séparés, tu vois. Une fois qu'on s'est un peu affranchi du fait que les gens vont nous juger pour ça, parce qu'en gros, souvent c'est ça, c'est une pression sociale de se dire ah mais non, mais le gars il va dire je suis qu'un grimpeur de dévers, je suis pas un vrai grimpeur. Tu as entendu cette phrase, tu vois. Bien sûr. Vous grimpez pour vos propres raisons qui vous sont personnelles et c'est tout en fait. Et si vous devez trouver du plaisir dans la pratique, ça ne doit pas être une contrainte de vous dire ah ben non mais c'est pour show off et être meilleur que mes potes quoi. Ouais. Ça va vous amener quelque part. Ou alors c'est que vous êtes vraiment compétiteur et là c'est un autre prisme. Et là pour le coup, si t'es vraiment compétiteur, que j'en sais rien, t'as vu que tel mec a fait un 8B sur la kilter, tu te dis si je suis pas capable de le faire, si demain il y a le championnat de France, il va être devant moi. Enfin, même si ça n'a pas de lien direct, il y a ce côté psychologique qui rentre en compte, mais là voilà, on est dans l'extrême comparaison dans un cas de compétition de haut niveau, enfin ça n'a rien à voir. C'est pas la vraie vie pour vous et nous. Enfin, on a des contraintes pro, perso, etc. Et ça fait un peu, sauf si tu voulais rajouter des trucs. Éviter de stagner, pour moi, il y a aussi bien doser ses entraînements, tu vois, assez stimuli, on va dire, sur la semaine, on n'aura pas d'adaptation. Trop, on aura peut-être des adaptations, mais aussi un gros risque de blessure élevé et puis un risque de fatigue générale élevé. Donc finalement, une progression qui est moindre. Le poison, c'est la dose. Il faut trouver la bonne dose pour éviter la stagnation. Donc des fois, c'est en faire moins. Je te rejoins totalement. Et ça, c'est plus dur pour les gens. Je le vois souvent, des personnes qui grimpent 3 jours d'affilée, 4 jours d'affilée. J'ai des exemples, moi, de personnes qui progressent énormément en faisant des fois du 2 séries sur l'exo. Au total, ils ont fait 8 séries dans leur séance en entier. Elle a duré 1h30. Ouais, mais c'est des powerlifters quoi. Ils ont appliqué leur grosse intensité dessus, mais même pas, des fois il faut du body, tu vois, mais c'est juste que mais il vaut mieux peu de séries, il vaut mieux. En fait, on le sait, à bout d'un moment, tu vois, quand tu arrives dans la catégorie junk volume, même en escalade, je suis sûr que tu le sais. Imaginons ton programme, là, tu as planifié à quelqu'un 5 séries. Si t'es fatigué à la 3e. Exactement, au bout de la 3e, il se dit putain, allez, ok, je peux en faire une, mais la 5e, ça va être extrêmement dur. En fait, ça se trouve, elle ne sert à rien du tout. Et il l'a fait parce que c'est écrit. Donc, toi, c'est là où j'aimerais bien voir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? De s'écouter ou de t'écouter? Et genre, c'est délicat, tu vois. C'est délicat. Parce que tu peux pas leur dire de s'écouter tout le temps, mais tu peux pas. Si c'est programmé et que tu sais que c'est dans un cycle, là, pour le coup, la fatigue, elle est intéressante. Parce que après, tu vas surcompenser, etc. Enfin, il y a une raison, tu vois, à ça, c'est t'augmentes ton volume, etc. Donc, tu vois, je dis un truc au hasard. Imagine, tu devais faire 4 séries de 10 tractions à 20 kg. Même si la 4e série, tu fais que 9 reps, tu es à l'échec, pour moi, il fallait quand même la faire parce que tu l'avais programmé de ce point de vue-là. Et après, tu vois, rien n'empêche que tu te dis, ok, au lieu de faire les 4x10, je vais faire 4x8 en gardant une petite réserve parce que je sens que je suis vraiment fatigué. Mais tu as quand même fait 4x8, tu vois. Et tu gardes plus ou moins un volume constant, une intensité constante. Et ça, c'est aussi lié à la charge d'entraînement, aux douleurs, etc. Parce que si vraiment, comme tu dis, tu es dans une mauvaise semaine où tu vas te dire, ok, là, je fais que 2 séries de 6 au lieu de 4x12, en fait, ta charge d'entraînement et ton stress mécanique qui diminue. Du coup, après, tout ce qui est tendon, ligaments tout, des fois, tu as d'autres implications. Tu vois, je comprends. Mais je ne jouerais jamais sur la répétition. Moi, personnellement, quand tu l'as mentionné, là, je jouerais plutôt sur le facteur volume global et série. Quoi. Parce que la répétition, ça influe trop sur l'intensité aussi. Et à partir du moment où tu n'as pas l'intensité cible, là, par contre, l'utilisation, c'est pas du tout la cible. En gros, par contre, de faire une série de moins en théorie, je vais faire le parallèle avec une séance de grimpe. Tu vois, je vais par exemple te dire, voilà, là, tu es censé faire, par exemple, 1h30 de volume dans. Je vais prendre des cotations kilter, ce sera beaucoup plus simple. Pendant 1h30, tu grimpes que des 7A sur la kilter avec 3 minutes de repos. Si tu es fatigué, mieux vaut que tu fasses 1 heure dans le 7A. Voilà, c'est ça. En gros, tu réduis ton volume, mais tu conserves l'intensité. Ça, pour le coup, c'est vrai dans 90% des cas, à part si vraiment tu es dans un cycle hyper intense, que tu prépares une échéance, etc. Et là, on est dans le côté un peu, on va dire, compétition, etc. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mieux vaut
couper au bout d'une heure et se dire ok, j'ai quand même bien tenu la consigne pendant une heure, que rajouter ces 30 minutes. Et là, pour le coup, les 30 minutes, si tu arrives plus à grimper dans les 7A, dans mon exemple, et que tu es obligé de remettre des 6C par exemple, bah là pour moi c'est du junk volume. C'est vraiment en mode, c'est les 30 minutes de trop qui servent à rien, à part te fatiguer. T'as pas l'intensité cible. Voilà, c'est ça, parce que t'as pas l'intensité cible. Donc pour moi ça résume la question. Voilà pourquoi en fait les séries parfois, il est possible que dans tes programmes, là je l'ai pas fait encore parce que c'est le début, je te donne une fourchette. Ouais. Entre 4 et 6 séries par exemple. Parce que en fait, même pour moi, après je pense que tu as un avis différent dessus, mais voilà, j'aime bien donner mon avis, on peut ne pas être d'accord, tu vois. Bah, c'est le but du podcast. Exactement. mais pour moi, dans le coaching, je vais beaucoup donner de fourchettes. Alors tu vas me dire, ok, mais ça peut faire que s'il est trop enthousiaste, il peut se retrouver tout le temps dans une fourchette haute, et l'inverse, s'il est un peu en mode feignant, il est toujours dans la fourchette basse. Et moi, je vais te répondre un peu, mais dans tous les cas, il est dans l'intensité cible. Si on a 8 ou 10, tu vois, je pense que c'est vraiment ce qu'il est capable de faire. Et dans tous les cas, quoi qu'il me sorte, je trouverai un moyen de l'adapter, tu vois. Et pareil pour les séries. Mais par contre, je ne donnerai pas dès le début. Je donnerai, tu vois, quand le mec, il a commencé, ou la fille, a commencé à comprendre un peu ce qu'elle doit faire, ce que j'attends d'elle. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie fatigue? Qu'est-ce que c'est que le moment où tu es au threshold, tu vois, tu es au point de bascule du je fais quelque chose parce que c'est écrit ou je fais quelque chose parce que c'est utile, tu vois. Ouais. Et genre, il vaut mieux rester toujours dans le truc parce que c'est utile et comprendre qu'est-ce qui est junk et pas junk, tu vois. Ouais. Mais ça demande de l'éducation. Après, moi, l'éducation, je la fais dans l'autre sens, dans le sens où je vais dire, par exemple, ok, là, tu es censé faire 4 séries de 40 secondes de suspension à 30 kilos, j'en sais rien, tu vois, enfin 30 kilos en délesté. Enfin, on imagine que, je sais pas, tu as 30 kilos sur un block lift, tu dois tenir 40 secondes. Bah, je préfère que tu sois à l'échec et que tu tiennes 4 fois 35 secondes et que tu aies connu l'échec, tu vois. Mais que tu es quand même tenu 4 fois 35 secondes. Et après, tu me fasses le retour. Ok, j'ai tenu 4 fois 35 secondes, je pouvais vraiment pas faire 4 fois 40. Et là, je vais me dire, ok, voilà, 35, c'est vraiment la limite. La séance d'après, je vais faire 4 fois 30 ou quoi, tu vois. Je le vois plus dans ce sens-là, plutôt que dans le sens, bah, tiens entre 20 et 40 secondes et fais au feeling, où la personne va avoir peur de forcer, tu vois. Et après, c'est très particulier. Enfin, c'est vraiment la fourchette, je la mettrais beaucoup plus réduite que ça. Oui, voilà, tu vois, je mettrais un truc genre, imagine, tu sais qu'il doit tenir 35, mais tu peux lui mettre un truc du style entre 30 et 40. Oui. À 30, tu sais déjà que tu as moins stimulé. Je suis d'accord. En fait, ça tout dépend de la fourchette, tout dépend de la séance. Mais j'aurais quand même tendance à dire de mieux vaut avoir un plan qui est assez strict, entre gros guillemets, où tu vas un peu tester tes limites au début. Après, je dis pas qu'il faut commencer à tester ses limites dès la première séance. Faites pas de l'échec. Vous dites pas là, je fais mon max de traction à la première séance alors que ça fait 3 ans que vous n'avez pas fait de traction. Mais tu vois, de se dire, ok, bon bah là par exemple, tu as 10 minutes pour faire le plus de traction possible sous forme d'émum ou peu importe, où tu te dis juste, voilà, là mon but c'est de faire le max de reps en traction pendant 10 minutes. Bah, aller vraiment à l'échec et savoir que tu es capable d'en faire que 70. Pour moi, c'est intéressant de l'expérimenter aussi par rapport au côté escalade, parce qu'en fait, en escalade, si tu schématises, les gens qui n'ont pas de consigne, qui n'ont pas de structure dans leur entraînement, ils vont tout le temps à l'échec en fait. Tu vas dans le bloc, tu vas à l'échec, tu te reposes, tu vas à l'échec. Enfin, en fait, c'est échec, échec, échec. Et en fait, si tu vas jamais à l'échec, pour le coup là, c'est très spécifique à l'escalade. Tu vois, en calisthénie, non mais c'est pareil en calisthénie, hein, exactement pareil. C'est-à-dire que toi, tu as déjà vu des gens vouloir s'entraîner à l'équilibre, par exemple au sol. C'est des tentats. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Tu essayes de faire des handstands. Mais il n'y a aucun renfort spécifique pour le handstand. Alors que, ok, faire des tentats en début de séance, c'est sûrement pertinent. Mais il y a aussi, il faut régresser. Oui, c'est ça. Régresser, progresser dans les régressions. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu as compris. Et après, passer les caps et puis voilà. Oui, par exemple, si ton objectif c'est de faire un blocage un bras à 90 degrés pendant 5 secondes, la régression ce serait de le faire avec un élastique. Deux bras blestés. Et de la progression dans la régression, ce serait de diminuer la taille de l'élastique en gros. Enfin, c'est par exemple pour ceux qui nous écoutent. Mais non, mais je te rejoins totalement. Et, bon, je pense et ouais, après, c'est ça, c'est des philosophies d'entraînement, c'est de comment, comme tu disais, tu vas dire la consigne. Là, tout à l'heure, tu me coachais en présentiel. Bah, tu t'es peut-être rendu compte que la consigne que tu m'as donnée à l'exercice 1, bah, c'était mieux de le dire sous une autre forme au bout de 3 séries. Enfin, il y a ça aussi, tu vois, où je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et après, moi, je parle entre guillemets d'expérience avec tous les gens que j'ai coachés. Je préfère avoir un plan où je dis à la personne, ok, là, tu fais 3 séries de 40 secondes, tu vas à l'échec et tu me notes à combien de temps tu étais à l'échec. Parce que je sais que la charge elle est safe, parce que je sais que ceci, cela, j'ai donné les consignes en amont, je vais pas dire là tu fais maximum de lest dès la première séance et tu vas te blesser. Ça reste des trucs safe, on va dire, je sais pas, maximum de traction au poids de corps en 10 minutes. Voilà, il y a peu de chances de se blesser sur un exercice comme ça si vous avez déjà certains prérequis en traction.
et de voir un peu c'est quoi la limite de la personne et après d'adapter et de se dire bon bah ok, si elle en a fait 70, si demain je lui dis d'en faire 60, ça devrait être RPE 8, j'en sais rien, tu vois. Et je préfère le faire comme ça que dire bon bah t'en fais entre 50 et 70 et en fait ça se trouve comme tu dis bah même 50 pour la personne ça va être trop dur. Après voilà, c'est des détails, on se perd un peu dans la discussion, c'est... Ouais. Ok. Non mais c'est... Alors attends, je relis un peu le sommaire. Mais... Enfin, là je pense que c'est bon pour cette partie-là. Mais ouais, c'est ça. Après on voulait parler un petit peu aussi de... 2 minutes. Ouais, si tu veux 2 minutes, je fais un truc sur ça. Donc, l'alimentation quand on manque de temps. En alors, gros, c'est... Dans les facteurs externes qui sont importants, il y en a plusieurs. Il y a le sommeil. Quand on manque de temps. Celui-là, il est compliqué. Ouais, ça pour le coup, le sommeil, c'est... Ça, c'est la merde. Bon, il y a le sommeil, il y a l'alimentation, l'hydratation, le stress surtout, c'est un des plus gros, je pense, anxiété. Ouais. Honnêtement, si je devais rester très factuel, je pense quand même qu'un bon entraînement, quels que soient les facteurs externes, même si bon, il ne faut pas aller dans les extrêmes, genre, pas dormir 2 heures par nuit, quoi. Voilà, mais je pense qu'on peut toujours progresser. En général, même si on a une hygiène de 5 à 6 heures de sommeil par nuit, un gros stress et tout, ça va juste être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent. Plus long, ouais. Mais tu vas quand même progresser. Dans l'idée, voilà, des fois, dire un peu aussi de relativiser, c'est ce qu'on a dit dans la toute première partie, c'est que vous ne serez jamais à 100% et là, ça en fait partie. Donc, allez-y, quoi. Ouais. Pour mettre en place, donc là on parle de l'alimentation quand on manque de temps, moi j'ai mis en place plusieurs systèmes, dont notamment, alors je fais pas de batch cooking, personnellement je sais que toi t'en fais un petit peu mais moi j'en fais pas, parce que j'aime bien faire à manger déjà, et puis j'avoue que j'ai le temps de cuisiner parce que je travaille à la maison, donc ça forcément c'est un gros plus ça, pour ça. Mais par contre, voilà, je fais des barres de céréales, ce qui fait que au lieu de skip un repas complètement, de sauter, dès que j'ai pas le temps, je vais sauter un repas, c'est mes barres de céréales que je consomme, quoi, tout simplement. Ça m'évite aussi de manger un truc industriel. Comme ça. Voilà, après c'est tout ce qui est nourriture et tout, je pense que c'est un peu individuel, vous savez un peu ce que vous aimez. Manger tout le temps la même chose, pour moi, c'est pas un problème. Les gens qui vous disent ça, à partir du moment où c'est relativement équilibré, et encore même. Genre des fois, il vaut mieux juste manger tout le temps la même chose et au moins vous mangez que pas manger. Oui. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont plus importants que chercher à optimiser toute facette de toute chose, tu vois. Oui, en fait, tu dois tellement avoir une base solide. Et la base solide, ça fait 80% des résultats. Exactement. Et après, si tu veux chercher un peu de l'optimisation la base solide, petite graine. Et, voilà, la base solide, c'est de manger assez de calories pour supporter la pratique, au moins de ne pas perdre de poids. Oui. Parce que bon, en cut, là, c'est un peu plus compliqué d'avoir des performances qui montent. C'est ça, parce que juste en un train de maintien à minima, idéalement léger surplus. Bon, ça c'est plutôt pour les anneaux. En escalade, je sais qu'on n'aime pas ça. Bon, on parlera pas de ça serait carrément un podcast à part entière, ouais. Donc, voilà. Et après, moi, ce que je fais attention, c'est d'avoir assez de protéines dans la journée. Bon, je me suis basé sur un facteur de 2 grammes par kilo de poids de corps. Franchement, c'est sorti du chapeau parce qu'il y a 10 000 études. Il y en a qui disent qu'il vaudrait que faire 3 ou 4, c'est encore mieux. Il y en a qui disent que 1,5 c'est largement suffisant, même 1,2 c'est largement suffisant. Oui. J'ai pris 2. Oui. Franchement, j'ai pas de justification. J'ai fait un peu les tests et au final, même quand tu manges de manière normale, tu te dis voilà, là je mange des quantités normales. Tu vois, genre je vais mettre un steak dans mon assiette avec des pâtes ou je sais pas quoi. En fait, ce 2 grammes par kilo, tu y arrives de manière plus ou moins naturelle, on va dire. Tu vois, enfin après, bien sûr, tu peux toujours rajouter un shaker ou quoi, mais en vrai, si tu manges de manière normale avec des quantités logiques, tu es minimum à 1,5 g par kilo de poids de corps. Et le hack de pas de temps, c'est Skyr. Skyr, beurre de cacahuète ou beurre d'amande avec du miel, du miel de l'avoine, ceux qui aiment ça. C'est ça. Il y en a qui trouvent que ça. Le nombre de fois que je faisais ça, tu rentres de l'entraînement, tu as la flemme de cuisiner. Skyr, beurre d'amande, miel, enfin voilà, tu mélanges tout, même des fois confiture à la place du miel. Enfin, c'est protéines, lipides, glucides, 0 secondes de préparation. Bon, après, faut pas avoir de vie pour manger ça, faut pas manger ça avec sa copine. Moi, j'adore, hein. Moi, personnellement, je trouve ça super bon. Ouais, genre, je pense, je rentre à la maison et je dis, bon, ce soir c'est Skyr, non, ça va être bizarre. Non, mais moi, voilà, j'ai une petite et tout, donc forcément, elle veut manger un repas à peu près normal. Donc, oui, c'est pas possible, mais voilà. Moi, le truc que j'aimais bien faire aussi, c'est les shakers avec, par exemple, genre avoine et whey. Enfin, à l'époque, il y avait aussi avoine en poudre. Et, le Big Yam. Ouais, le Big Yam, mais ils le font plus. Ils le font plus. Je voulais en recommander et ils le font plus. Par contre, ils font la whey et la farine de patate douce en séparé. J'ai pas testé de faire le combo moi-même, mais en vrai, ça doit avoir le même goût. Hein. C'est juste ça coûte plus cher parce que tu dois acheter un pot de chaque. Mais farine de patate douce et whey, les deux mélangés avec du lait là, c'était incroyable. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté le Big Yam. Il faudrait que je leur demande. Mais le goût biscuit là, c'était les palais bretons là. C'était goût biscuit, c'était incroyable. Ça pour le coup. Tout ça pour dire qu'en fait, ne cherchez pas encore une fois, ne cherchez pas la perfection si vous devez retenir un truc du podcast, juste les bases, la nutrition.
Si vous avez d'autres problèmes, par contre, que vous êtes par exemple en surpoids et que vous en sortez pas, ou l'inverse, que vous êtes trop maigre et que vous en sortez prendre pas, de la masse, ouais. là, ça vaut le coup quand même de travailler sur la partie nutrition, notamment dans ton suivi, tu en fais du suivi diète, C'est ça. ou de prendre un diététicien à part entière, parce que des fois, il y a l'aspect psychologique. Ouais, sur nous, la tu vois, on nourriture. gère pas tout ce qui est Bref. troubles Ouais, ou pathologies, tu vois. Enfin, Trouble ouais, alimentaire. peu importe les troubles, tu vois, que ce soit TCA ou pas. Nous, on est qualifié juste sur la partie conseil et optimisation, pas du tout sur la partie pathologique. Donc voilà, après, il faut juste connaître ses limites et savoir ce qu'on conseille, tu vois. Enfin, nous, voilà, nous, on est qualifié pour analyser ta diète, te dire, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Là, t'as pas de collation avant ton entraînement, mange ça. On se recontacte dans 3 semaines à la visio de bilan. Est-ce que ça a marché? Là, tu vois, je prends un exemple, mais qui revient tout le temps. Un gars que j'avais là, enfin que j'ai actuellement en suivi, où il mangeait son repas du midi, il allait s'entraîner à 17h, il n'avait pas de collation. Tu vois, tout bête, je lui ai dit, bon bah là regarde, on va manger 2 bananes, 2 carrés de chocolat et je sais plus ce que j'ai dit, et un shaker de prot. Tu me dis concrètement ce que ça change en termes de digestion, en termes d'énergie à l'entraînement, etc. Mais il faut le tester voilà, sur 2-3 semaines pour voir si ça a un impact. Bah là, ça fait même pas une semaine. Il me dit, ah mais en fait c'est trop bien, j'ai beaucoup plus d'énergie à l'entraînement. Et bah, en fait, rien qu'en faisant ça, du coup, il force plus dans ses séances. Du coup, indirectement, il sent déjà qu'il progresse. Voilà, c'est ça. Donc, des fois, c'est vraiment des petits détails comme ça, mais qui font vraiment toute la différence. Une série de plus, souvent ça donne ça parce que bon, l'intensité, tu arrives à en mettre sur 1 ou 2 séries, mais peut-être que tu as une série de plus grâce à une bonne nutrition. Quoi. Et bah là, en vrai, on fait un peu la transition avec la fin du podcast. Ouais. L'équilibre un peu vie pro, vie perso, entraînement. Un peu, bah là, il y a la question, c'est comment rester, on va dire, sportif sur le long terme, selon toi, parce que là, ça fait des années que tu es sportif. Ça fait 13 ans maintenant. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est celui qu'on a un peu donné aussi tout au long du podcast, c'est amusez-vous. Quoi. Ouais. Genre, faites un truc qui vous fait kiffer, faites-le pour vous. Ça, c'est aussi très important. On en avait parlé dans l'autre podcast, mais fais-le pour toi. Et pour moi, voilà, c'est trouver l'objectif. Donc, c'est pour ça que je dis définir ses objectifs et que je mets l'accent dessus. C'est qu'ils peuvent être autre chose que des anneaux, de l'escalade, quoi. Mais c'est juste définir ses objectifs et s'y tenir et qui te donne envie, quoi. Qui te donne envie de t'entraîner, tester. Et puis, ne pas avoir peur aussi de perdre du temps, entre guillemets. Tu vois, genre, tu te mets un objectif, tu te rends compte que finalement, bon, pas trop envie de le faire, ben c'est pas grave. En fait, tu t'es quand même entraîné, t'as quand même bougé. L'important, c'est le mouvement. Ouais, c'est ça, rester un peu en bonne santé, bouger, etc. Enfin, si votre objectif, c'est juste voilà, rester en forme, rien n'empêche que vous pouvez grimper que 2 fois par semaine et aller courir 2 fois par semaine, ça va largement suffire. Et après, vous vous remettez à fond dans la grimpe quand votre objectif, c'est vraiment de progresser, que vous en avez un peu marre de la course, j'en sais rien. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus, un peu varier et un peu même cycler sa pratique. Ouais. C'est vrai que c'est un truc où ça revient dans tous les autres sports, mais pas en escalade. En fait, les saisons sportives, elles sont cycliques. Tu vois, genre les footballeurs professionnels, tu as la off-saison, tu as la saison de compétition, tu as la pré-saison. Enfin, tu sais, tu as des saisons comme ça. Tu vois, c'est vraiment en mode, ok, en pré-saison, c'est que entraînement et prépa physique, j'en sais rien. La off-saison, c'est repos total. Ils vont juste faire du cardio zone 2 et puis même pas, tu vois, la plupart du temps, ils sont en vacances. En fait, en escalade, on n'a pas ça. Parce que la plupart du temps, on pratique à l'année et on veut être performant tout le temps. Ça aussi, c'est un biais que je vois vachement à cause des réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde est fort tout le temps, toute l'année. C'est pas vrai, j'en ai déjà dit dans plein de podcasts, mais les gens qui font 8A toute l'année en bloc, en fait, c'est pas 8A leur niveau max. Genre, c'est 8B, 8B+. Enfin, c'est, voilà, faut remettre dans le contexte. Si là, à chaque séance, vous sortez des 7A, c'est que c'est pas 7A votre niveau max. Votre niveau max, c'est 7B, 7B+. Vous avez de la marge, en fait. Vous pouvez pas taper un PR à chaque séance ou être tout le temps dans votre intensité max, c'est pas possible. Et en fait, juste cycler son entraînement, de se dire, ok, bon bah par exemple, je sais que les bonnes conditions pour aller grimper en XT, c'est de février jusqu'à mai. Bah, je m'entraîne un peu en avance sur un peu plus de prépa physique, un peu moins de grimpe pour être en forme, pour grimper plus et faire moins de prépa physique pendant cette période-là. C'est comme ça aussi qu'il faut cycler son entraînement, selon moi, et aussi avoir des vraies semaines de repos. Là, tu parlais que trop de repos, c'était mauvais, mais je pense 1 semaine de repos, voire 2 semaines de repos d'affilée de temps en temps dans l'année, 1 ou 2 fois. Tu vois, moi, je sais que je fais souvent 2 semaines de repos une fois et 1 semaine de repos par-ci par-là. Mais après, je vais quand même aller marcher, nager, je sais pas quoi, enfin faire des étirements. Je vais pas non plus rien faire. C'est hyper important aussi. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses. Non, après, tu as mentionné les sacrifices raisonnables et toxiques. Ben, ça, j'ai envie de te dire, c'est très difficile et j'en ai fait des raisonnables, j'en ai fait des toxiques personnellement. Je ne sais pas si tu as eu la même chose. Enfin, disons toxique, j'irai pas jusque-là, tu vois. Genre, disons qu'avec les responsabilités que j'ai, des fois, on perd un peu son identité principale. À la base, je suis vraiment quand même quelqu'un de très sportif et donc quand j'ai eu un enfant au début, tu te dis waouh, comment je vais faire? Tu vois, tu as un stress de fou. Tu te dis, mais comment je vais maintenir en gros mon niveau de sport
avec ces contraintes-là, et parfois au détriment donc de ta relation de couple par exemple, tu te retrouves, enfin moi c'est ce qui a été le cas, tu vois, je me suis retrouvé à faire passer l'entraînement, ma fille en premier, donc elle a toujours été en premier, l'entraînement et ma vie de couple. Et c'est pas possible. Ouais, tu vois, c'est impossible. Enfin, genre, là, si vous m'écoutez, vous vous dites, mais il est complètement con, en fait ça. Et c'est vrai, c'est comme ça m'est arrivé. Et non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc il y a des fois, oui, il y a des sacrifices qui doivent être faits pour la performance ou pour faire accomplir ses objectifs. Mais voilà, il faut bien les mesurer. Il faut faire quand même un petit peu attention à ce qu'on fait, et notamment l'équilibre de la vie perso va influencer l'équilibre de l'entraînement. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans notre couple, il y a une partie de nous quand même qui est anxieuse. C'est ça, et du coup tu es anxieux, tu stresses trop, tu récupères moins bien. Un facteur externe qui est moins bien, donc en théorie tu t'entraînes moins bien. Donc prioriser tout dans sa vie, ce qui est nécessaire, on va dire, ça doit être fait, et l'entraînement il faut le placer à un endroit. Il faut faire des cycles de vie de couple. Par contre, il faut sacraliser quand même son temps d'entraînement. C'est-à-dire que je pense que demander dans un couple d'avoir 3 sessions de 45 minutes, c'est pas déconnant. Tu vois, je veux dire, et elle peut demander la même chose. C'est absolument pas déconnant. Je pense que tous les deux, vous pouvez faire ces sacrifices-là pour vous retrouver à vous occuper de tout le foyer pendant ces 3 fois 45 minutes. Après, évidemment, quand c'est plus, là, ça demande c'est clair discussion. Que si tu fais 3 fois par semaine 3 heures de grimpe pendant que ta femme elle s'occupe de l'enfant, ça peut poser des problèmes. C'est compliqué. Donc ça, voilà. Donc l'équilibre vie perso, vie entraînement, c'est ça. Après, la vie pro, exactement la même chose. Il y a des fois, je me suis posé la question de si j'étais payé à m'entraîner ou payé à travailler, quoi. Tu vois, genre j'ai vraiment fait passer l'entraînement en premier, et puis je me suis rendu compte que certaines tâches au travail n'étaient pas faites. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences négatives. Mais moi, je me suis dit quand même, là j'ai abusé, quoi. J'ai abusé, clairement, il y a des jours où j'ai complètement abusé. Et donc voilà. Et puis, il peut y avoir l'effet inverse aussi, où on se retrouve tellement submergé dans le travail qu'on n'arrive pas à clôturer. J'ai un ami où c'est exactement cette situation-là. Et moi, j'ai essayé de lui conseiller plusieurs fois de se dire, c'est pas grave, tu sacralises le temps. C'est-à-dire que non, mais attends, tu dois travailler, ok, mais en fait, tu travailles déjà 50 heures. C'est pas parce que tu te fais entre midi et 2. En plus, il peut t'entraîner entre midi et 2, tu vois. Donc 3 fois 45 minutes, lundi, mercredi, vendredi, que tu vas pas pour. Enfin, le travail, il va même mieux avancer peut-être parce que tu seras mieux dans ta peau. C'est ça. Voilà, donc c'est très personnel, très individuel. Un coach peut aider pour ça, mais c'est quand même vous, c'est quand même vous qui devez savoir où mettre les curseurs, quoi. Pour moi, en vrai, si tu résumes ce point-là, la sacrifice raisonnable et sacrifice, on va dire, toxique, pour moi, un sacrifice est raisonnable seulement s'il ne génère pas de stress en plus. Genre, c'est bête, mais tu vois, par exemple, moi, j'aime pas sortir, tu vois, genre en boîte ou j'en sais rien, tu vois, enfin, même quand j'étais plus jeune, je le voyais pas comme un sacrifice, tu vois, de me dire, là, samedi soir, je vais pas en boîte avec les potes parce que samedi après-midi, je suis allé à la salle et je me suis entraîné, et le dimanche, je vais bosser sur mon business, tu vois. J'ai jamais vu ça comme un sacrifice. Enfin, moi, ça fait des années, là, ça doit faire. En vrai, je pense depuis la fin du lycée, j'ai pas eu un vrai week-end sans travail. Parce qu'avant, je travaillais au club, c'était samedi matin, samedi après-midi. Après, il y avait la fac où, en fait, le samedi, j'avais les cours dans un autre club. Le dimanche, je travaillais sur les procs des clients. En fait, j'ai jamais eu un vrai week-end où le vendredi soir, le travail il s'arrête et tu reviens le lundi matin depuis le lycée, en fait, tu vois. Et je l'ai jamais vu comme un sacrifice parce que je me suis dit, tout ce temps en fait que je passe là le samedi et le dimanche, les autres le font pas. Et je suis en train de les dépasser, tu vois, de dire que j'en sais rien, là quand j'aurai 30 ans ou 35 ans, j'en sais rien, peut-être j'aurai ma liberté financière, je ferai ce que je kiffe en termes de travail, je serai au bon endroit avec ma famille, machin truc, tout ça. Et je l'ai jamais vu comme un sacrifice, tu vois, je me suis toujours dit, c'est un investissement, de me dire, ok, j'aime pas faire ça, en fait c'est même pas un sacrifice. Par contre me dire là je sais pas, je vais aller faire ma séance en mode autiste tout seul pendant 2 heures alors que tu as un problème à côté dans le travail, non, genre en mode s'il y a un truc à gérer, il y a un truc à gérer, t'adaptes, et en fait comme tu dis il y aura toujours le temps, c'est-à-dire que je sais pas, j'en sais rien, pour ceux qui nous écoutent, des fois les salles elles ferment à 23h ou j'en sais rien, même si vous travaillez jusqu'à 20h30, ok, vous prenez votre petite collation, vous allez vous entraîner, même si c'est de 21h30 à 22h30, vous y êtes quand même allé. Ça va pas non plus dégommer votre routine de sommeil parce que souvent quand tu t'entraînes un peu tard le soir, tu rentres, t'es fatigué, tu vas mieux dormir. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça où en fait, je vais pas non plus en parler pendant 10 minutes, mais pour moi, il y a vraiment cette notion où tant que t'es pas vraiment dans un certain niveau de perf,
tu peux pas vraiment non plus parler de sacrifice dans le sens où en fait c'est juste des trucs où tu vas plus les faire parce que t'aimes plus ça, tu vois. Par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire, en fait, dès que t'es dans ta routine d'entraînement, en fait, t'as envie de mieux récupérer, tu le vois même plus comme un sacrifice. Tu te dis juste, j'ai été con de continuer à boire alors que je voulais mieux récupérer, ou continuer de fumer alors que je voulais augmenter mon cardio. Enfin, c'est des trucs où ça te met tellement dans une bonne dynamique que tu le vois même plus comme un sacrifice. Et après, moi, c'est toujours le truc qui revient, c'est l'entourage. Et si tu veux qu'on aille un peu plus loin pour ça, c'est la refonte d'identité, ce dont tu es en train de parler. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se considère comme un athlète, en fait, toutes les habitudes dites athlétiques, donc que les athlètes ont, en fait, vont s'appliquer à toi toute seule. Ouais, bien dormir, tu vas commencer à bien bouger. t'entraîner, mais tu vas dire je vais bien dormir, je vais peut-être arrêter de manger un peu moins gras, j'en sais rien, manger un peu moins transformé, pas fumer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, j'ai peut-être Comme tu dis, ça fait boule de neige. En fait, tu as envie de faire des choses pour toi. Et tu te dis même pas c'est un sacrifice, tu te dis juste en fait je suis trop débile de faire ça parce que je cherche à optimiser. En fait le meilleur truc c'est de supprimer ce truc là, tu vois. Et après si vous aimez boire votre bière après votre séance, il y a les bières protéinées qui sont excellentes, là je mettrai le lien dans la description. J'ai pas de code promo malheureusement, mais elles sont incroyables. Enfin voilà, il y a plein de trucs aussi comme ça où il y a les substituts parfois si on vraiment veut pas sacrifier le truc. Et en fait pour moi le côté entourage il est hyper important parce que tu vois là par exemple l'exemple de la bière après la séance. Si ton entourage il te juge négativement parce que tu veux pas prendre ta bière après la séance, malgré le fait que tu veux quand même sociabiliser, tu vois, genre t'es avec eux, j'en sais rien, tu prends une limonade, peu importe. Si on te juge parce que t'as pris une limonade et pas une bière, en fait juste t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit et c'est hyper un peu égoïste aussi de dire ça, mais faut changer d'entourage. Tu vois. Enfin, si les gens te jugent alors que t'es quand même avec eux, tu passes du temps avec eux et tout parce que peut-être ça te tient à cœur et qu'ils te disent t'es un bolos, tu bois ta limonade, nous on prend notre bière. Enfin, si eux comprennent pas pourquoi tu fais ça et trucs, l'histoire du jugement, après c'est toujours pareil, comme tu as dit, souvent on grimpe un peu des fois pour les autres ou on se dit mais si je fais pas de dalle, on va me juger que je suis qu'un grimpeur de dévers, pas un grimpeur de dalle, je sais pas quoi. On s'en fout, franchement on s'en fout. Si tu veux, on peut conclure en utilisant ça comme levier. Ouais, vas-y, carrément. Donc, par rapport aux 3 conseils, donc si vous devez retenir 3 choses, donc on a beaucoup parlé en fait de l'entraînement et selon les contraintes. Donc déjà, le premier conseil, c'est que le plan doit s'adapter à vous, donc que vous le créiez ou que vous le preniez chez quelqu'un ou n'importe. En fait, le plan il s'adapte à vos contraintes, à vous. Donc tout est individualisé. C'est ce qui va amener aussi la régularité derrière. C'est ce qui va faire qu'on va continuer à le faire et voilà. Après, est-ce que tu as un conseil toi que tu veux donner? Moi, le conseil, c'est ce qu'on disait par rapport aux 70%. Mieux vaut faire un truc à fond en sachant que vous êtes à 70% de votre potentiel que de dire j'attends d'être à 100% pour le faire. Ça c'est vraiment l'erreur numéro 1 que je vois dans toutes les personnes qui passent pas à l'action. C'est ce truc là de se dire mais je mets pas tout en place pour ceci, cela. Peut-être que si je le fais tout seul, je vais peut-être bien progresser, nanana. En fait, non, tu seras jamais mieux encadré que si tu prends un coach ou quoi. Après voilà, là c'est le côté vraiment coach qui parle. Mais pour moi c'est ça l'erreur numéro 1 que je vois surtout en escalade. Aussi, c'est souvent de se dire, il faut que j'attende d'avoir un certain niveau pour faire appel à telle ou telle personne. Tu vois, de se dire, il faut que j'attende d'être, je sais pas, dans le 7A avant de prendre un coaching. Mais en fait, si là, tu es dans le 6B et que tu stagnes depuis 6 mois, tu vas peut-être continuer à stagner ad vitam aeternam, mais tu seras jamais dans le 7A et tu vas jamais prendre un coaching. Alors que si tu avais pris ton coaching quand tu es dans le 6B pour passer au 7A, là, peut-être que ça t'aurait débloqué. Tu vois. Enfin, il y a vraiment ça qui revient vraiment comme thème. Et après, moi, je l'ai vu dans plein de trucs. Tu vois, moi, j'ai pris des formations, j'ai pris des accompagnements, des machins, des trucs. Enfin, voilà, là, tu me coaches. En fait, j'ai jamais regretté un coaching. Vraiment, même quand c'était pas top, que j'ai acheté, je sais pas, telle ou telle formation ou tel truc. Même quand c'était pas fou, j'ai quand même appris des trucs où je me suis dit, ok, peut-être j'ai payé un peu trop cher pour avoir cette information-là, mais j'ai quand même eu l'info, je me suis fait ma propre opinion, j'ai testé, etc. Et ça m'a appris quelque chose et j'en retire quand même du positif. Ok, ça fait jamais plaisir d'avoir un moins X sur le compte, mais en fait, c'est des trucs où ça multiplie un peu la valeur parce que une fois que tu as assimilé telle ou telle méthode ou tel principe, là, si vous commencez à optimiser un peu votre nutrition, c'est des trucs qui vont vous suivre vraiment toute votre vie et comme tu dis ça fait boule de neige. Si tu manges bien, peut-être que dans les 5 prochaines années tu vas tomber 4 fois moins malade et si tu es moins malade, tu vas plus progresser parce que tu t'entraînes plus et tu es moins souvent dans ton lit en PLS. Enfin c'est des trucs où on le voit pas mais ça te fait progresser vraiment sur le long terme et moi c'était un peu ça le conseil numéro 1 tu vois, que je voulais dire là dans cette conclusion. Tu vois. Et moi pour ceux, donc moi j'ai donné 3 conseils, donc toi tu as donné la partie un peu coach sportif disons et la casquette ascension. Moi j'ai donné 3 conseils pour ceux qui voudraient démarrer et commencer en individuel, donc solo. Le premier conseil, première étape, définir ses objectifs.
Ça, on le redit tout le temps, mais je te rejoins à 100%. Deuxième étape, établir un plan d'entraînement suivant vos contraintes. Donc d'établir les jours où vous pouvez vous entraîner. Ouais. Et troisième étape, on va rester que sur 3, même s'il y en a beaucoup plus. Bien choisir ces exercices en fonction des objectifs que vous avez cités. Ouais. Et ce qui est méta à tout ça, c'est bien sûr choisir des objectifs qui vous donnent envie et vous font plaisir. Bah écoute, tu as super bien résumé. Et moi, je rajouterais juste un truc. Analysez votre programme et dites-vous à quoi sert chaque exercice. Par exemple, j'en sais rien, vous faites de la rési pendant 2 heures. Posez-vous là vraiment et vous vous dites pourquoi je fais cette rési pendant 2 heures. À quoi ça sert concrètement? Est-ce que je peux pas le faire en 1 heure? Est-ce que pendant 1 heure je peux pas faire autre chose? Vraiment, dites-vous que chaque bloc qui est dans votre entraînement, je sais pas, un bloc de prépa physique, un bloc de technique de grimpe, un bloc d'étirement, peu importe, faut que ça ait un objectif précis. Et après, ça n'a pas besoin d'être un objectif très compliqué. Hein. Ça peut être juste, ok, je fais des suspensions pour la force d'OA parce que si j'ai plus de force, je vais moins me blesser par exemple. Et parce que si j'augmente ma force d'OA, souvent j'augmente ma perf, c'est un peu corrélé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus de justification. Mais au moins, vous savez que vous faites de la force d'OA pour augmenter votre force, moins vous blesser et progresser sur du long terme. Mais vous ne vous dites pas, est-ce que je fais de la force pour, j'en sais rien, ceci, cela ou quoi. Enfin, s'il y a un objectif précis. Et moi, voilà, c'était un peu le mot de la fin. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, mais sinon, un petit mot de la fin pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau? Éventuellement, faire un peu l'instant en promo, tu vois, si je peux dire. En tout cas, déjà, merci de ta confiance. Donc, tu es le premier coaché version anneau, disons. Ouais, ça c'est cool aussi, c'est un programmation. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'au tout début, j'étais le premier, ou c'était Manu? Officiellement, tu étais le premier. Officiellement, j'étais le premier aussi, ton premier coaché. Donc, merci pour le retour d'ascenseur. Après, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, même si j'ai TikTok aussi. C'est juste parce que Manu ne payait pas. Hein, c'est pour ça. Donc, sur mon Instagram, c'est Jérémy Verrier, Jérémy avec un Y, donc jérémy.verrier, pardon. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Voilà, et après, mes programmes d'entraînement aux anneaux, pour l'instant, j'en ai pas de publié parce que de toute façon, comme je t'ai dit, je vais sûrement en faire aussi au bout d'un moment des routines PDF, etc. Mais là, c'est pour moi, du suivi, toi, que tu as proposé. Ça défie quand même le fait que ce soit applicable un peu à tout le monde, etc. Donc, ça peut être bien pour débuter, mais je pense qu'au-delà de débutant, on ne peut pas mettre de routine PDF. C'est pas possible. D'accord. Donc, on peut mettre une routine PDF pour un débutant. D'ailleurs, un débutant n'a peut-être pas forcément besoin de coaching dès le début. Bon, après, tu vas peut-être pas être d'accord avec ça, mais moi, je pense quand même qu'il faut qu'il ait au moins touché les prises. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est pareil, tu vois, chez Ascension, on prend plus les personnes. Tu vois, par exemple, on va avoir des critères nous, on appelle ça des non négociables. On va dire que, par exemple, tant que la personne ne grimpe pas du rouge à Arcos, par exemple, on va pas faire un coaching avec elle parce que ce qu'on propose, ça va être trop complexe par rapport à ce qu'elle a besoin pour progresser. Franchement, si vous grimpez du bleu à Arcos là actuellement que vous nous écoutez, juste prendre quelques cours en présentiel avec un coach en physique et juste bien écouter les podcasts, comprendre les principes de ok, il faut que je fasse quelques exercices de prépa physique, j'en sais rien, juste quelques suspensions, quelques tractions, un peu de gainage 2 fois par semaine pendant 30 minutes et grimper 3 fois par semaine pendant 1h30. En faisant juste ça, vous allez arriver facilement jusqu'au niveau rouge sans vous blesser, sans vous cramer et vous n'avez pas besoin d'un suivi hyper poussé, etc. Là, je te rejoins totalement. Et après, c'est pour ça aussi que nous, on ne propose pas de programme PDF, c'est qu'arrivé à un certain moment, c'est tellement complexe et c'est tellement holistique la vision qu'il faut avoir que tu ne peux pas dire « Ok, toi, tu manques juste de force d'OA, tu fais tel programme force d'OA et tu vas progresser ». C'est un truc qu'on va proposer dans le futur, les programmes force d'OA, force bras, peu importe. Non, mais en débutant, ça a du sens. Et même si pour apprendre les méthodes, à la limite, tu vois, présenter les méthodes, des choses comme ça. Mais bon, oui, effectivement, dès qu'on dépasse ce stade de débutant, on va dire que tu le dépasses quand tu es au rouge Arcos. Ça peut avoir un intérêt, mais c'est compliqué de donner une feuille de route et dire tu suis ça, ça marche. Oui. C'est jamais comme ça. C'est ça, mais d'où l'intérêt de faire appel à quelqu'un d'autre. Tu vois, même juste pour un consulting, tu vois. Tu fais un consulting avec un coach ou peu importe, ou un coach en présentiel dans votre salle. Vous lui demandez, voilà, je grimpe de telle manière. De toute façon, il va vous évaluer, il va vous voir grimper et tout. Il va vous dire, faut absolument que tu apprennes à poser des talons, à bien baisser ton talon sur les pieds pour valoriser les prises. J'en sais rien, à grimper bras tendus. Et juste en 3 conseils et juste en mettant en place des petites routines, vous allez réussir à très bien progresser. Donc c'était un peu le mot de la fin. Ok, du coup, pour la fin, petite réponse aux questions. Alors j'ai eu une seule question vraiment intéressante où là on va prendre le temps de répondre en détail. Sinon je vous réponds toujours en message privé quand vous posez des questions comme ça dans les petites stories. La question c'était la suivante. Qu'est-ce que je pense en gros des cluster sets et un peu quel dosage et quelle utilité, etc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les cluster sets c'est juste le fait de faire des micro-récupérations entre les répétitions. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret, vous devez faire 5 tractions à 20 kg de lest. Au lieu de faire les 5 d'affilée sans lâcher la barre, vous allez faire une traction, 10 secondes de repos, une traction, 10 secondes de repos, etc. jusqu'à avoir fait vos 5 répétitions à 20 kg. Donc ça, c'est pour la partie définition de ce que c'est un cluster set.
Moi, c'est une méthode d'entraînement déjà que j'adore, que je mets dans tous les programmes pour plein de raisons. Raison numéro 1 pour moi, c'est qu'il y a cette intention de vitesse maximale qu'il faut avoir sur plein d'exercices, notamment les tractions lestées, où si vous n'avez pas cette intention de vitesse maximale, vous allez moins progresser. C'est clair et net, ça c'est vraiment prouvé, j'allais dire scientifiquement, mais par le terrain aussi. Si vous faites vos tractions sans intention de vitesse, juste en disant bon ok, je fais de la manière lente et contrôlée, etc. Pour apprendre le mouvement, c'est bien, pour vraiment développer des qualités de force, d'explosivité, de puissance et tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'avantage des clusters, c'est que les micro-récup, elles vous permettent justement de un peu resynthétiser un peu de la créatine pour être encore plus explosif et plus fort, et aussi pour vous reconcentrer psychologiquement entre les répétitions. Ça, franchement, c'est pour moi l'avantage numéro 1, c'est que je vais parler un peu de manière scientifique là on va dire, mais imaginons que si vous aviez fait vos 5 répétitions d'affilée à 20 kg en traction, votre vitesse moyenne ça aurait été 0,7 mètres par seconde. Si vous les faites en cluster, peut-être que votre vitesse moyenne ça va être 0,75 mètres par seconde, et ce 0,05 mètres par seconde en plus, il est vraiment capital pour la progression. Là on rentre vraiment dans du contenu de niche de préparation physique, mais vraiment j'aurais tendance à dire, si vous êtes même débutant, faire des cluster sets c'est intéressant, donc faire des micro-récup entre les reps. Souvent on appelle ça des EMOM, par exemple faire 10 tractions par minute pendant 10 minutes, enfin là ce serait pas trop un truc de débutant en termes de niveau, mais peut-être délester avec un élastique. Mais vous allez apprendre beaucoup mieux aussi à vous placer sur les exercices. Il y aura moins de ballons, par exemple sur les tractions, c'est beaucoup mieux de les faire en séparé pour pas avoir à amortir le ballon. Et dernier avantage selon moi, c'est que par exemple, si je reprends l'exemple des tractions, vous n'êtes pas obligé de faire l'excentrique. C'est-à-dire que vous pouvez carrément lâcher la barre quand vous êtes en haut de la traction, si c'est safe de la réception on va dire, et comme ça en fait vous n'accumulez pas la fatigue de l'excentrique, parce que l'excentrique c'est intéressant d'en faire seulement si c'est surchargé comparé à la concentrique. Donc en fait, pour moi, si vous êtes vraiment en mode préparation physique pour l'escalade, si vous faites des tractions lestées et que vous ne faites pas de cluster, vous les faites à moitié. Enfin, c'est vraiment, je schématise, mais c'est un peu ce que je pense et c'est ce que je mets dans tous les programmes. Faire des tractions 5 reps d'affilée sans lâcher la barre, pour de la prépa physique en escalade, dans 90% des cas, pour moi, c'est une erreur. Sauf pour faire du volume ou de la rési. Enfin, voilà, il y a des cas précis qui rentrent dans les 10%. Mais en gros, voilà, c'est un peu ce que je pense des clusters. Je sais pas ce que tu en penses aussi, même pour le côté apprentissage technique pour les anneaux, etc. Si tu veux un peu nous dire 2-3 mots là-dessus. Pour être un peu plus méta, c'est juste que c'est un outil. L'outil peut être pratique selon certaines conditions que tu as décrites, donc notamment pour l'entraînement technique, mais aussi pour ne pas accumuler de fatigue, parce que c'est ce que tu décrivais, faire que les concentriques. Fais pas l'excentrique, franchement, tu es quand même sur 2 ou 2,5 de moins de fatigue. Enfin, genre, c'est un facteur que je sors de mon chapeau, mais l'excentrique est très fatigante. C'est ça. Et même le fait d'être, on n'est jamais en repos, parce que quand on est pendu à la barre, on a quand même une tension dans l'avant-bras, quand on est serré, quoi. Donc oui, clairement, ça a complètement du sens dans le but de le développement de la force maximale et surtout sur l'explosivité. Et même la puissance. Voilà, toute la puissance, tout est lié. Et puis même, ça permet d'être extrêmement focus sur chaque rep et de faire exactement la même chose à chaque fois. Voire de faire des micro-corrections. C'est ça aussi. Pendant le set. On se dit, ah ben non, mais j'ai un peu mal tiré, j'ai pas assez, parce que il y a des schémas en fait, de tirage pour les tractions pour être un peu plus opti, notamment en street lifting, où tu vas tirer un peu plus en arrière pour revenir un peu vers l'avant, tu vois. Et peut-être que quand tu fais un travail de trajectoire, c'est super pertinent d'avoir du temps pour l'assimiler entre chaque répétition, le mouvement que tu as fait, quoi. C'est ça. Donc, et pour la deuxième partie de la question, un peu le dosage de quand utiliser des clusters, dès que c'est nécessaire. Donc là, par exemple, si vous faites des tractions lestées, faites des clusters tout le temps. Et ça dépend de votre programme en termes de volume, de nombre de séries, tout ça. Ça, pour le coup, ça dépend de votre programme. Je vais pas dire faire 3 séries de clusters de 5 reps, ça aurait pas trop de sens. Je pense que ça répond plutôt bien à la question. Et du coup, on passe à la conclusion du podcast. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, pouce bleu, c'est toujours pareil, les petits 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Si vous avez des questions, pareil dans les commentaires, n'hésitez pas. En message privé aussi sur Instagram. Il y a tous les mots-clés aussi, test, mobilité, tout ça en description. Vous nous envoyez ça. Je vais quand même regarder si on a eu des questions. Ah oui, c'est vrai, il y a la partie questions-réponses. Exact. Regarde si t'en as eu, regarde si t'en as eu. Du coup, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de tourner l'outro. Enfin, on avait commencé, puis après on avait répondu aux questions, etc. Pour faire très simple, je vous remercie toutes et tous de votre fidélité sur le podcast. On est quasiment 2000 abonnés là maintenant en cumulé sur Apple Podcast et Spotify. C'est un truc de fou pour un podcast de niche comme la préparation physique en escalade. Je vous remercierai jamais assez du coup pour votre fidélité.
pour votre engagement sur le podcast, vraiment tous vos retours, tous vos messages, les personnes qui m'envoient des exemples de séances, qui disent ah voilà regarde j'ai structuré ma séance de telle manière, j'ai super bien progressé, merci pour les conseils, etc. C'est vraiment trop cool et c'est vraiment pour ça que j'ai lancé le podcast. Donc si vous voulez faire découvrir le podcast à d'autres grimpeurs pour qu'ils découvrent aussi un peu comme vous tout ce contenu et comment ça peut les aider à progresser, n'hésitez pas, vous laissez une review de 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, vraiment laissez une review, un petit commentaire, c'est la meilleure chose à faire pour nous en termes de référencement sur l'algorithme. Vous êtes sur YouTube, un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à republier les posts vraiment avec la fonction republier. C'est vraiment le truc qui marche le mieux là en termes d'algorithme en ce moment. Liker, commenter, etc. Bon, ça c'est toujours pareil. Et je vous remercie vraiment encore une dernière fois pour votre fidélité. Il y a plein de super épisodes qui arrivent en 2026. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025, une bonne année 2026 et on se retrouve très bientôt sur le Vertical Podcast. C'était Léo. Ciao ciao.